Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous. Mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille le célèbre vétérinaire Cyril Hu. Bonjour Cyril. Bonjour Sophie. Alors Cyril, tu es diplômé de Alfort en 1996. Tu es aujourd'hui vétérinaire, responsable zoologique et capacitaire du parc au Zoo de la Flèche, dans le 72. Et ce, depuis l'an 2000. Tu combles ton quotidien de quelques petites, je te cite, missions parallèles comme l'animation d'émissions, la rédaction d'articles pour le monde des animaux, ainsi que l'écriture d'ouvrages pour Larousse. Agir et transmettre sont pour toi des valeurs fondamentales. Sans grande surprise, c'est la nature qui t'anime et tu t'en nourris par la balade, les voyages et la photo animalière, sans oublier quelques temps calmes grâce à la musique et la lecture. Cyril, merci d'être là. Est-ce que tu es prêt pour nous emmener à l'aventure? Oui, je suis prêt, bien entendu, pour vous emmener sur quelques chemins de traverse. Alors, on va donc démarrer avec la première question. Pourquoi vétérinaire? En fait, c'est typiquement la question pour laquelle je n'ai pas de réponse. Parce qu'en fait, c'est comme une évidence qui s'est imposée à moi. C'est quelque chose avec lequel j'ai grandi en fait. C'est-à-dire que depuis que je suis tout petit et conscient que durant ma vie d'adulte, j'allais devoir embrasser une profession ou faire en tout cas quelque chose de ma vie spontanément, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Hein. J'ai dit à mes parents ou à mes amis que je souhaitais devenir vétérinaire. Et un peu étonnamment d'ailleurs, parce qu'en fait dans ma famille, moi, je suis issu de la ville, donc là où j'ai grandi, il y avait pas d'animaux, j'avais pas d'animaux dans la famille non plus, mais il y avait dès mon tout jeune âge cet attrait irrésistible de la nature, et pour moi travailler auprès des animaux c'était une évidence, et donc le métier de vétérinaire s'est imposé. Et donc, tu n'as pas de souvenirs précis, de déclic particulier, d'émissions télévisées, de moments un peu phares où tu t'es dit oui, clairement, je vais être vétérinaire. C'était vraiment une suite logique finalement de ton attrait pour la nature. En fait, ces émissions ou les ouvrages que j'ai pu lire durant mon enfance ont plutôt alimenté ce rêve de devenir vétérinaire plutôt que de le déclencher. C'est-à-dire que comme j'avais cet attrait pour le monde animal et pour la nature de manière générale, je me suis tout de suite nourri de ça. C'était l'Odyssée du commandant Cousteau, c'était bien entendu les animaux du monde, c'était les rubriques du docteur Klein, c'était toutes ces choses-là en fait qui ont alimenté mon rêve d'enfant, qui m'ont conforté aussi dans mon désir d'être véto. Et c'est pas l'inverse en fait. Donc c'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question, et que pour moi j'appelle ça c'est la vocation quoi. C'est-à-dire en gros c'est la voix qui t'appelle, c'est la voix, le chemin, mais aussi la petite voix intérieure qui te disait c'est ça ta mission pour l'avenir, c'est cette profession là, et j'en ai jamais douté. Et à cette époque, ou peut-être un peu plus tard, tu as une idée précise de ce à quoi va ressembler
ton métier alors de vétérinaire? En fait, cette idée-là, elle a varié, elle a changé avec le temps et avec les fréquentations. C'est-à-dire que dans un premier temps, petit, c'était le souhait de travailler avec les animaux sauvages, les animaux exotiques. Alors j'ai un attrait très fort pour l'océan, donc mon rêve c'était vétérinaire auprès des mammifères marins, c'était d'embarquer sur la Calypso, d'aller soigner, je sais pas, les dauphins ou les otaries. C'était une sorte de fantasme d'enfant de pouvoir faire ça de sa vie, d'allier cette passion pour la mer et puis cette volonté d'agir. Et en grandissant, en commençant à comprendre un peu le parcours qui allait être le mien et en parlant autour de moi, eh bien, on m'a assez rapidement, pas découragé, mais en fait alerté sur le fait que c'était un vœu pieux et que c'était très 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 peu probable qu'un jour j'ai la possibilité d'exercer comme je le souhaitais auprès des animaux qui m'attiraient le plus, et que probablement, comme tous les vétos, la très grande majorité des vétos, j'aurais un exercice en clientèle, canine ou mixte ou que sais-je. Et ça jusqu'à l'école véto, où en intégrant l'école d'Alfort, pour moi, j'étais parti sur on va dire une carrière assez classique, quoi, de véto auprès des animaux domestiques. Et tu te rappelles ce sur quoi étaient basées ces recommandations un peu négatives, peut-être, que ce serait pas possible, que ce serait difficile pour toi d'aller vers la voie océanique ou des animaux sauvages? Oui, c'est pas forcément enfin, sous le couvert de bons conseils, c'est pas toujours des bonnes voies à entendre ou à suivre. Il y a une forme un peu de discours raisonnable qui, d'abord, dans un premier temps, pour être tout à fait honnête, ont cherché pour certains à me dissuader de devenir vétérinaire. Parce que ça allait être difficile, parce que peut-être potentiellement je n'avais pas les capacités. Ça c'est voilà, c'était les discours bienveillants, enfin sous couvert de bienveillance avec d'énormes guillemets, qui te disent bon, ça c'est un vœu pieux, mais peut-être que tu peux essayer de t'orienter vers autre chose qui serait peut-être plus accessible pour toi. Et ça c'est des gens de ma famille, des oncles, ou des gens de mon entourage ou de l'entourage de mes parents qui disaient ça. Ah mais attention, véto, c'est difficile. Est-ce qu'il est au courant que ça va être compliqué? Il y a beaucoup de demandes, mais il y a peu d'élus. Et en plus, pour les animaux sauvages, bon voilà, faut carrément oublier. Hein. Quelques profs au lycée bienveillants qui m'ont dit, Monsieur Hu, jamais vous pourrez faire carrière dans le milieu vétérinaire si vous avez ce type de notes ou ce type de raisonnement. Et c'est vrai que je dois quand même avouer que j'étais pas très friand de matières comme les mathématiques. Et ça, c'était un peu mon grand dame. Donc forcément, quand on dit qu'on veut embrasser une carrière scientifique ou une carrière de véto et qu'on n'a pas forcément une forte appétence pour les maths, il y a une sorte de discours contradictoire, et donc où on dit bah non, la voie royale c'est la voie des mathématiques. Si t'es pas bon en maths, tu pourras pas faire véto. Bon, j'en suis le contre-exemple apparemment, mais mais voilà quoi. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est des gens qui ont cherché forcément à un peu me dissuader, de m'orienter vers autre chose. Et puis en fait, j'ai maintenu le cap. Ouais, tu t'es pas laissé décourager. D'ailleurs, t'es pas le premier sur je pense de manière générale et sur ce podcast à évoquer ce genre de discours dissuasif, et malgré tout on se retrouve avec des personnes qui sont très aptes et très habiles dans le milieu vétérinaire, donc tant mieux. Tu as résisté à ces discours. Comment se passent tes études alors? Merveilleusement bien. Des années presque paradisiaques, des années rêvées, comme beaucoup d'étudiants véto. J'ai adoré mon parcours alforien, aussi bien évidemment la vie étudiante que la découverte de la profession, que la découverte de la médecine. Pour moi, je me sentais vraiment à ma place.
Et donc ça a conforté tous les efforts consentis pour pouvoir aboutir à cette intégration et enfin intégrer. Donc moi, donc c'était Alfort en l'occurrence. Mais j'ai adoré mon parcours à Alfort. J'ai tissé des liens qui existent encore aujourd'hui. C'est le fameux esprit d'école qui persiste encore aujourd'hui. Mes meilleurs amis, encore aujourd'hui, certains de mes meilleurs amis sont encore mes potes de promo, voire même de prépa. Et à quel moment tu reboucles vers tes rêves initiaux du monde marin? Parce que c'est par là que tu commences. Ouais. Eh bien, c'est par les fameuses coïncidences signifiantes ou significatives, les fameuses synchronicités qu'on peut de temps en temps rencontrer dans sa vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des rencontres où il y a des carrefours qui d'un seul coup, alors de manière totalement inattendue, s'ouvrent à toi. Et en fait, je me souviens très très bien. Donc j'étais assis dans l'amphidanate, donc à Alfort, et j'étais à côté d'un copain. On était en première année tous les deux, évidemment, copain de promo. Et c'était le tout début. On venait juste d'arriver et on parlait un peu de ce qu'on souhaitait faire, quelle spécialité on souhaitait peut-être choisir à la fin donc de notre cursus scolaire. Et donc moi, de manière assez classique, je dis bon, écoute, moi, je suis plutôt attiré par la mixte. J'aime bien cette idée de la clinique et puis de sortir un peu dehors, d'aller voir les animaux aussi à l'extérieur. C'est peut-être ça que je vais faire. Et toi? Et lui me répond, mais moi, je suis un passionné de mammifères marins. Moi, je voudrais faire ça. Et je vais m'en donner les moyens. Mais c'est impossible. En fait, tu sais bien qu'il n'y a pas de place et tout. Il me dit, mais si, c'est possible. J'ai un peu traîné dans la bibliothèque à Alfort et j'ai trouvé des thèses et j'ai trouvé des rapports de stage et j'ai trouvé des noms de vétos qui ont fait ça plus ou moins longtemps. Et là, d'un seul coup, c'est comme si on ouvrait une immense porte qui aurait un immense champ de possibles. Et là, ça a commencé à me travailler. Et en fait, dès la deuxième année, où on avait la possibilité de choisir un stage, le stage qu'on souhaitait, j'ai fait un stage à Nausicaa, un aquarium de Boulogne-sur-Mer, où là j'étais vraiment dans le milieu marin, poisson, requin, avec un copain on était tous les deux, qui est maintenant le veto directeur du PZP, du Parc zoologique de Paris donc à Vincennes, Alexis Lécu. Donc on était tous les deux, donc on est de la même promo, donc on s'est retrouvés tous les deux à Nausicaa. Et en plus, pendant ce stage, donc qui durait 3-4 semaines, une immense baleine, un rorqual commun, s'est échouée pas loin de Boulogne-sur-Mer. Et là, ça a été une découverte incroyable, comme si c'était en fait une sorte de confirmation qu'un événement aussi fort et aussi improbable qu'un animal d'un tel gigantisme arrive comme ça sur nos plages échouées. C'était comme si j'avais un énorme signal, un énorme feu vert qui clignotait, et j'ai pas lâché en fait. J'ai pas lâché cette voie-là. J'ai continué. Et troisième année, j'avais pas le choix. Quatrième année, je pars pour le musée océanographique de La Rochelle, en ayant découvert justement des rapports qui avaient été faits par des étudiants qui m'avaient précédé. Et je me suis orienté vers ce domaine-là. J'ai fait ma thèse après, qui était conduite à tenir par le vétérinaire lors de l'échouage d'un mammifère marin. Et pendant 3 ans, donc j'ai travaillé à La Rochelle dans le cadre du réseau national échouage, où mon travail c'était de gérer les échouages de mammifères marins, aussi bien les phoques, les jeunes phoques au moment du sevrage ou des phoques adultes, que les cétacés. Et j'ai fait ça et c'était j'avais l'impression vraiment d'être à ma place. T'aurais une ou deux petites anecdotes à nous raconter sur cette période-là? Sur la période rochelaise, ouais, bien sûr. En fait, il y en aurait plein, parce que c'est une activité. La première anecdote, c'est bien entendu la première fois où tu entres
en relation, en contact avec l'animal. C'est-à-dire que pour la première fois, je me retrouve avec un jeune phoque gris, échoué au moment du sevrage. Voilà, donc voilà, c'est les jeunes phoques gris, c'est toujours une période critique de leur vie au moment où ils s'émancipent. Et donc où je suis amené à le soigner, et puis bien entendu mon premier dauphin. Donc où j'ai dû gérer le cas. Alors le premier dauphin mort, donc où il faut déterminer les causes de l'échouage, j'ai le premier dauphin vivant qu'il faut renflouer. Et ça, évidemment, ce sont des moments exceptionnels où il y a une forme un peu d'incrédulité, de dire la vache, je suis en train de vivre ça, quoi. En fait, j'avais conscience de la chance que j'avais d'être ici à ce moment-là, de pouvoir aussi faire quelque chose pour l'animal ou pour le monde animal d'une manière générale, parce qu'évidemment, si l'animal est mort, là, c'est le pathologiste qui entre en scène. Donc ça, c'était vraiment le premier moment fort. Le deuxième, qui est une sorte de confirmation aussi d'un autre aspect de ma vie professionnelle, enfin de choses qui m'animent, comme tu en parlais tout à l'heure, qui rejoint maintenant les grands enjeux de conservation de la biodiversité, de conservation du vivant. C'était en 1997, si je me souviens bien. Et c'était un épisode d'échouage massif, comme on en avait rarement rencontré, c'est-à-dire pendant presque 2 mois, des dauphins morts ne cessaient de s'échouer sur le littoral français. Et c'était une véritable hécatombe, jusqu'à ce qu'on détermine et qu'on confirme la cause de ces échouages massifs, qui étaient les captures accidentelles dans les engins de pêche, et certaines techniques de pêche qui étaient incriminées, et qui potentiellement pouvaient effectivement être une menace importante pour les populations de dauphins, en l'occurrence de dauphins communs dans le golfe de Gascogne. Et là, donc, ça a été une sorte de second déclic sur l'impact des activités humaines sur les populations animales, mais en face de chez nous, sur des animaux qui étaient hyper charismatiques, où on se disait mais c'est impossible qu'aujourd'hui un être humain fasse du mal à un dauphin. Ça serait inacceptable au niveau sociétal, au niveau et en fait, c'est ce qui arrive au large de nos côtes. Ça, c'était un deuxième un temps fort, très fort, très, très marquant, dans ma vie. Et le troisième, pour s'arrêter là, ça a été une sorte de découverte un peu avec les médias, puisqu'on avait été approché, lorsque je travaillais donc au centre de recherche sur les mammifères marins, on avait été approché par une production qui souhaitait monter un programme, un documentaire sur l'histoire d'un dauphin, qui était en l'occurrence un animal qui souffrait de maltraitance en Amérique du Sud, et donc il m'avait demandé d'être le veto de l'histoire. Et je dis donc j'ai 28-29 ans, et je dis ok, donc waouh, lourde responsabilité. Donc ça a été ma première découverte en fait, un peu avec les grands médias. Je ne savais pas à l'époque qu'effectivement quelques années plus tard il y aurait une saison de zoo, il y aurait tout ça. Mais voilà, c'était un autre signal un peu fort, on va dire, qui d'emblée en ponctué le tout début de ma carrière. Merci pour ces partages. C'est marrant comment faut pas avoir des synchronicités, des signes un peu précurseurs comme ça, qu'à l'époque évidemment tu n'interprétais pas du tout, tu les vivais, et qu'en regardant en arrière avec le recul, tu te dis tiens, c'est marrant, c'était comme un avant-goût de ce qui allait venir. Ouais, moi j'aime bien de temps en temps jeter un petit coup d'œil dans le rétro. C'est une façon de voir qu'en fait, à un moment donné dans ta vie, effectivement, il y a des carrefours, il y a des bifurcations, il y a des signes forts et qui ne sont forts que pour toi. Enfin, c'est ça le principe de la synchronicité, c'est qu'à un moment donné, ce signe qui apparaît dans ta vie n'est significatif que pour toi, et d'un seul coup, qu'on te renvoie un message. Alors voilà, sans partir dans des délires un peu ésotériques, mais en fait, moi, je l'ai vécu comme ça, comme une sorte de confirmation, d'invitation et de confirmation. C'est ça. Ça fait peur parce que, en fait, tout jeune véto,
Mais moi, est-ce que je vais réussir à faire carrière? Enfin, tout le monde me dit que c'est impossible, que je pourrais pas gagner ma vie, qu'il y a pas de place, que peut-être oui, ça va marcher pour un stage, mais tu feras pas carrière. Et que si je m'oriente si je fais ça pendant 2, 3, 4 ans et qu'après, je veux changer, est-ce que j'en serai capable? Et est-ce que je serai pas déçu? Comment ça va se passer? Donc, il faut quand même, c'est des choix importants qu'il faut faire. Et en fait, quand tu fais justement ce petit coup d'œil dans le rétro, tu dis mais en fait, oui, quand ces signes sont tellement forts, c'est que il faut y croire. C'est la voie, quoi. C'est le chemin que tu dois emprunter. Et il faut faire confiance. Faut faire confiance. Quand tu sens ça vibrer, c'est même pas ce que je dis aux gamins que je rencontre dans les allées du parc, qui me disent ouais, je veux faire veto, je veux faire voilà, j'ai vu ça à la télé, j'ai envie de faire ça, mais moi aussi, je rencontre des gens qui me disent que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que je trouverai pas de poste et tout. Je dis mais en fait, faut pas écouter ces gens-là, ces gens qui te disent ça. Mais si c'est ça que tu as envie de faire, mais fais-toi confiance, vas-y. Et si ça doit se faire, ça se fera. Mais d'une manière que tu n'imagines même pas. Enfant ou ado, mais même à Alfort, jamais j'aurais imaginé qu'à un moment donné, même quand j'ai intégré le musée océanographie de La Rochelle, qui deviendrait plus tard le CRMM, Centre de recherche là pour les mammifères marins, puis aujourd'hui Pélagis, jamais je pouvais imaginer que à la fin de mes études, bim, à ce moment-là, le poste se libère, bim, à ce moment-là, c'est moi qui suis pris, alors que c'était ça qui m'attirait, c'est ce que je voulais faire. J'aurais pu dire, bah non, c'est impossible, jamais. Il faudrait une sorte de coïncidence, que tous les feux se mettent d'un seul coup au vert, que ce soit le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. C'est impossible. Et ben en fait, si, c'est possible. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire confiance, quoi. Quand vraiment tu sens ça dans tes tripes, bah c'est que c'est ça. Ouais, clairement. C'est dommage qu'on ferme la porte des possibilités aux enfants, aux jeunes, avant même qu'ils soient devant la porte, quoi. C'est un peu dommage. Carrément. Et c'est pour ça que, en fait, je pense que moi aussi, après, en tant que papa, plus tard, c'est le discours que j'ai avec mes enfants. C'est fais-toi confiance. Va vers ce qui t'appelle. Quel que soit le degré de folie que ça peut être par rapport au regard extérieur ou ce que peuvent te dire les gens autour de toi, que ce soit des copains ou tes parents ou que sais-je, mais fais-toi confiance si t'as envie, c'est ta vie, quoi. C'est ta vie. Donc, fais pas ça, ne fais pas des choix pour faire plaisir aux autres ou parce que on aura cherché à t'en dissuader sous couvert peut-être effectivement de bons conseils. Fais ce que t'as envie de faire. Fais ce qui t'appelle, quoi. Fais ce qui t'appelle, parce que c'est ça, en fait, qui au final peut-être est ton chemin, quoi. Ouais. Si tant est qu'on en est un. Tu passes 3 ans au centre de recherche sur les mammifères marins. Pourquoi que 3 ans? Qu'est-ce qui fait que tu pars ailleurs? Deux, trois petites choses. La première, un désaccord important, on va dire, un désaccord de fond avec la directrice de l'époque. Voilà, donc ça c'est qui a fait qu'à un moment donné, je n'étais plus en accord avec ce qui se passait et donc non, je peux pas rester dans ces conditions-là. Donc c'était plus des relations, on va dire, humaines. La seconde, c'est que je gagnais quasiment pas ma vie. Donc c'était très très faiblement rémunéré, c'était vraiment pas grand-chose, quoi. Donc et c'était compliqué de gagner correctement sa vie. Et la troisième, c'est que à un moment donné, ce que j'avais vécu pendant ces derniers mois, avec tous ces animaux qui arrivaient morts, à un moment donné, je me dis j'avais envie de faire de la médecine. Voilà, à un moment donné, j'étais arrivé à un niveau de saturation en termes de suivi pathologique des animaux, où je me dis là, comme j'ai pas les moyens d'aller plus loin et de faire ce que j'ai envie de faire pour comment dire, essayer d'agir et de faire en sorte que
lorsque ces animaux arrivent là, au moins, même s'ils sont morts, au moins ils servent entre guillemets à quelque chose, et que je trouvais que finalement ça servait à rien à part de donner de temps en temps des petits signaux d'alerte. Bon voilà, moi j'ai envie de soigner maintenant, j'ai envie de faire de la médecine, donc je change. Tu avais l'impression d'avoir un impact mineur finalement sur au niveau de tes valeurs. C'est comme ça que je l'interprète. Ouais, c'est en fait j'avais l'impression plus de subir que d'agir. Donc en fait, quand j'étais encore là-bas, on était 4. C'était une toute petite cellule. Et encore quand j'étais 4, donc on était 3 parce qu'une des personnes c'était la personne qui était plus médiatrice du CRMM et donc qui n'intervenait pas sur le terrain. Et donc et à 3, franchement, on faisait pas grand-chose. On pouvait pas publier, on était à peine entendu, on n'avait pas de moyens. Heureusement aujourd'hui les choses ont énormément changé puisque la cellule mammifère marin maintenant c'est une 30aine de personnes. Mais à l'époque, je pouvais rien faire, quoi. Rien. Et donc, face à ce constat d'impuissance, je me suis dit, moi, c'est pas grave, je vais arrêter ça, parce que non seulement j'ai ce constat d'impuissance, mais j'ai ce désaccord majeur avec la directrice, donc ça peut pas matcher. Donc, je vais m'en aller. Mais par contre, ce que j'aimerais bien faire, c'est intégrer une structure, par exemple, une structure zoologique, qui a cette sensibilité-là, de pouvoir essayer de monter des programmes de recherche et de conservation sur les mammifères marins. Et à ce moment-là, moi, je vais boucler comme ça, et je vais agir via un autre chemin pour sensibiliser, informer, potentiellement soutenir ce type de programme. Ça a été aussi une seconde motivation. Donc au départ, tu voulais, si tu pouvais rester quand même dans cet environnement de mammifères marins. Oui, parce que je me suis dit, il faut que quand même je me donne une chance de continuer à travailler avec des animaux exotiques, des animaux sauvages, avec si possible. Donc forcément, c'était pour moi un parc zoologique parce que j'avais déjà pas mal de copains de ma promo qui travaillaient dans ce milieu-là et que j'avais des connexions fortes avec ce milieu et que je savais que c'était possible. Donc je me suis dit faut que je trouve un parc dans lequel il y a des mammifères marins et qui en plus a cette appétence pour le milieu océanique, pour l'océan et l'envie de développer des programmes de conservation d'abord en France. C'était vraiment, pour moi, c'était mon cheval de bataille. C'est-à-dire que oui, bien sûr, la conservation de la biodiversité, c'est important. Bien sûr, c'est important de parler du sort du tigre de Sumatra ou de l'éléphant d'Afrique ou du manchot de Humboldt, mais intéressons-nous d'abord à notre biodiversité locale et aux enjeux qui se passent à nos portes, en fait, sur notre façade maritime. Et c'est ce que j'ai souhaité faire. Et encore une fois, petit coup d'œil dans le rétro, bim, je suis tombé sur le bon parc avec exactement tous les critères que j'avais visualisés. C'était ça, bam, 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 tout correspondait. Comment ça s'est fait? C'était par réseau, tu as prospecté au niveau des différents zoos. Comment ça s'est passé, cette transition? Non, c'est par réseau. C'est par réseau. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce choix-là, je me suis dit, ok, j'arrête ça, je me donne 6 mois pour trouver un poste en parc. 6 mois. Pas un plus, pas un moins. J'ai activé mon réseau, mes copains qui étaient déjà en parc, donc à Paris, à Douai-la-Fontaine, ailleurs, mais surtout Paris et Douai. Et qui étaient des copains de promo, et puis d'autres personnes que j'avais côtoyées pendant mon séjour Rochelet, des gens comme François Moutou, que j'ai beaucoup côtoyé, donc et chacun en fait m'a un peu aidé à sa manière en me donnant des pistes, en m'indiquant que tiens, un tel cherche un veto, tiens, tu devrais contacter tel parc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je rappelle notamment un de mes très très bons amis, donc Brice Lefaux, qui est un copain de promo et qui était à l'époque vétérinaire du zoo de Douai-la-Fontaine, donc à côté de Saumur. Et je dis voilà, écoute,
tu vois, j'aimerais bien rejoindre un peu la communauté des parcs zoologiques. Si jamais t'entends parler de quelque chose, bah tu penses à moi. Voilà. Au même moment, François Moutou me dit tiens, bah écoute, voilà, moi j'ai vu passer une petite annonce. Il y a le zoo d'Amiens qui cherche aussi un veto. Écoute, vas-y, si tu peux postuler, vas-y. Donc voilà, il y avait d'un seul coup, même à ce moment-là précisément, donc dans le cadre des 6 mois que je m'étais fixé, j'avais 2-3 postes comme ça qui potentiellement s'ouvraient, puisque Brice me dit notamment, bah écoute, figure-toi, mon copain qui était à Douai à l'époque me dit, mais écoute, figure-toi que je rencontre bientôt le directeur du zoo de la Flèche. Il veut créer un poste identique au mien. Je lui parle de toi. Et voilà. Parfait. Et ça s'est passé comme ça. Et j'arrive aux eaux de la Flèche et qu'est-ce que je vois? Il y a des otaries de Californie, il y a des ours polaires. Je rencontre le directeur, donc Stéphane Acuna, qui est un passionné du milieu marin, navigateur, voilà, passionné par la mer. Je rentre dans son bureau, il y avait des photos de bateaux, etc. Et je dis, donc on parle un peu du poste, et je dis, bah voilà, moi si je viens, c'est aussi pour, j'ai un passé professionnel, je viens d'un milieu de la recherche et de la conservation, donc j'aimerais développer ça sur le parc. Et il m'a dit, bon, le parc, aujourd'hui tel qu'il est en difficulté, si je t'embauche, c'est pour ça, c'est pour m'aider à redresser un peu la barre, en gardant un peu des métaphores maritimes, ouais. Et donc, tu m'aides là-dessus, si on y arrive, et que le parc s'en sort, je te promets, les premiers programmes qu'on soutiendra, ça sera ceux dont tu me parles. On ira taper à la porte des labos français ou des assos françaises qui travaillent sur les mammifères marins, et puis on verra ce qu'on peut faire. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça, c'était en l'an 2000. J'imagine qu'il y a bien des choses qui ont changé depuis. À quoi il ressemblait ton métier alors à l'époque quand tu as démarré là-bas? Quand j'ai démarré, quand on m'a proposé le poste au zoo de la Flèche, j'ai d'abord fait un petit tour du zoo de manière anonyme, quoi, enfin de manière privée. J'ai payé mon billet comme tout le monde, et puis j'ai fait mon tour du parc. Et là, je dis waouh, là il y a du boulot quand même, parce que effectivement, je me suis dit le parc il vient de très 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 loin. Donc je visite parc un peu à l'ancienne, petits enclos, un peu pauvres. Voilà, donc je continue à marcher. Tant que je vois ce truc-là, je dis franchement, ça fait pas envie, quoi. Et puis je continue à avancer et j'arrive sur le secteur des otaries. Et déjà, je dis il y a quelque chose qui se passe ici. Et quelques mètres plus loin, je débouche au détour d'une allée et je découvre l'environnement des ours polaires qui venait d'être construit. Et là, je prends une claque, quoi. Waouh! Alors en fait, dans ce parc, il est en train de se passer ça, quoi. On est en train d'essayer d'opérer une forme de métamorphose du parc. Je vois qu'il vient de très très loin, mais je vois la direction qu'il veut suivre avec ce type de nouvelle installation. Et ça, là pour le coup, là j'ai envie d'en être. Et il me dit, en fait, ces animaux qui sont là, moi j'ai envie de consacrer mon travail, ma vie en fait, pour transformer tout ça. Pour transformer le parc, pour faire de tout le parc ce que je vois aujourd'hui avec les ours polaires. Mon objectif, si ma carrière sert à ça, c'est de transformer complètement cet environnement pour faire quelque chose de modèle, de cohérent avec mes valeurs, en accord avec ce qu'à l'époque je considérais comme important et qui est d'autant plus aujourd'hui, qui est le bien-être animal. Et donc je me suis dit ok, faisons ça. Ça risque d'être long, ça risque d'être difficile, mais je veux bien être de l'aventure, quoi. C'est comme ça que j'ai conçu. C'est comme ça que j'ai un peu interprété le début de mon parcours. Et donc en fait, pour répondre après à ta question, pendant toutes ces années, on a eu de cesse de détruire pour reconstruire, de bouger nos animaux, de parfois aussi devoir expliquer à nos visiteurs que on opérait des choix, on faisait des choix forts au sein du parc, mais que c'était pour nous des choix fondamentaux et qui étaient en accord avec avec la direction qu'on souhaitait suivre, et que ça allait prendre du temps en fait. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est pas fini, mais du temps parce qu'il faut des moyens, il faut de la ressource financière, il faut de la ressource foncière, il faut l'envie, il faut un contexte économique favorable
Et là, je parle du contexte national, bien entendu, et on a traversé pas mal de crises ces derniers temps. Donc, en fait, c'est ça. C'est mon parcours. On pourrait le résumer à ça. Hein. C'est cette transformation, cette métamorphose du parc à laquelle j'ai essayé d'apporter un peu de mon temps, de mes connaissances, de ma peut-être on va dire une forme de créativité également, puisqu'on essaie d'imaginer les environnements pour nos bêtes. Est-ce qu'il y a des moments où tu as vu le projet et tu t'es dit mince, c'est un projet de telle envergure, ça va pas le faire? Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, tu étais prêt à baisser les bras? Ouais, moi je pense que c'est comme tout le monde. On a des moments de découragement. On a des moments de découragement qui aussi parfois correspondent à des moments de ta vie qui sont peut-être un peu plus difficiles. Où en fait, du coup, on n'a peut-être pas forcément la force de trouver l'envie de continuer, quoi. De se dire, bon non, là, c'est trop dur, ça va pas assez vite à mon goût. Et la tâche est trop grande pour moi. Voilà, ou peut-être que je peux passer le relais. Et en fait non. En fait, je me suis accroché. J'y ai toujours cru. Et pourtant, ouais, c'est vrai que en une vingtaine d'années, ben oui, bien sûr qu'on a traversé des crises, hein, comme toute boîte, hein. On traverse des crises, presque des crises constitutives même de la société économique en fait, hein, qui gère le parc. Donc tout ça, donc il a fallu traverser ça. Et bon, alors, je suis quelqu'un d'assez résilient, hein, donc pour le coup, j'ai quand même encaissé et trouvé la force du rebond. Et je pense que pour expliquer ça, il y a d'une part le fait que il y a une forme de responsabilité vis-à-vis des animaux qui sont dans le parc et que pour le coup c'est quand même engageant. Il y a aussi un attachement envers ces animaux, envers les équipes, parce que j'ai recruté, enfin j'ai passé le relais il y a maintenant une dizaine d'années sur cette partie constitution et gestion des équipes zoologiques, enfin des équipes animalières. Mais donc il y a aussi cette attache quoi, aux équipes, le côté humain et à l'histoire du parc, à laquelle finalement je me suis identifié. Donc ça, c'était suffisamment fort pour me dire, voilà, essayons de traverser ces moments difficiles, voyons où ça nous mène. Peut-être que c'est quelques mois, peut-être qu'à l'issue de ces quelques mois, ça sera trop dur et puis effectivement, je raccrocherai à les crampons et puis on passera à autre chose. Peut-être que, au contraire, on retrouvera tous ensemble la force de rebondir et de continuer à faire ce qui nous anime. C'est vraiment ta résilience qui te permettait comme ça de prendre les pas de côté, ou t'avais, je sais pas, des aides extérieures, des amis, la famille, des coachs. Il y a un peu de tout ça. On essaie de se constituer sa petite boîte à outils quand on traverse des moments difficiles, que ce soit au niveau privé ou professionnel. En l'occurrence, quand c'est professionnel, moi, j'en ai beaucoup parlé avec mes copains qui occupaient des postes similaires aux miens. Comment eux ils géraient ces moments un peu down qu'on peut traverser. Mes proches aussi, bien entendu, veto ou pas d'ailleurs. Des copains de promo qui me disaient tu sais, moi aussi de mon côté, dans ma clientèle, je traverse des moments difficiles et j'essaie de les surmonter et de rebondir, et parce que j'ai la motivation, parce que je suis attaché à toute la patientèle que j'ai créée et tous les animaux et tous les propriétaires que je vois au quotidien. Donc on pouvait faire ce comparatif, et puis après j'ai aussi développé mes propres outils personnels pour essayer de trouver justement du ressort, de la résilience, de la distance, la capacité à rebondir, à pas sombrer une forme aussi d'anxiété
où on se dit que finalement les obstacles qui sont devant nous sont insurmontables et qu'on se pose la question d'une reconversion professionnelle ou d'un changement de voie. Donc j'ai développé tout ça, et c'est l'ensemble de ces outils-là qui m'ont permis d'être encore là, en fait, finalement, d'être toujours à cette place-là, qui est bien différente de celle que j'occupais, bien entendu, à mes débuts, mais d'être toujours dans ce même parc, en fait. Et j'imagine que le Zola Flèche est très content de cette décision ou de ces décisions. Oui, oui. Alors, je l'espère. Je pense que je ne serai plus là. Mais au-delà de ça, ces considérations-là, ou du moins cette réflexion-là, c'est avant tout une réflexion intérieure. C'est-à-dire que moi, à ces moments-là, sauf quand vraiment c'était très difficile et que j'avais besoin d'avoir des signaux clairs qui me disaient bon, ça vaut le coup de rester. Parce que voilà, c'est un mauvais moment, mais on va le traverser et que ça ira plus tard. Mais sinon, c'est avant tout quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Bien sûr. Alors aujourd'hui, tu es à la fois vétérinaire, tu es responsable zoologique et capacitaire du parc. Comment s'articulent ces différents rôles alors dans ton quotidien? C'est un joyeux mélange. C'est ça que j'aime aussi moi dans mon métier, c'est-à-dire que j'aime ce côté un peu touche à tout, parce que effectivement j'aurais pu ne faire que de la médecine, ou bien arrêter complètement la médecine zoologique et ne faire que du management ou de la gestion du service animalier, service zoologique. Mais en fait, j'aime faire un peu de tout. Et c'est ça qui pour moi est enrichissant dans mon métier, c'est que à la fois j'ai toujours cet aspect vétérinaire. Moi, je ne suis plus seul aujourd'hui, puisque donc il y a Margot qui m'a rejoint il y a quelques années pour venir renforcer l'équipe véto, et donc qui maintenant est essentiellement, qui elle fait quasiment que de la clinique. Et donc moi je viens, donc on continue à travailler ensemble, on continue à opérer, à parler médecine, bien entendu, et puis quand Margot n'est pas là, c'est moi qui suis sur le terrain, bien entendu. Donc il y a cet aspect médecine, donc vraiment zoologique, qui continue de m'animer. Et puis il y a tous les autres aspects qui sont plus liés effectivement au fonctionnement du service zoologique. Un qui est lié, qui est complètement réglementaire, donc qui est celui de la capacité d'être capacitaire, donc la personne légale qui en gros permet effectivement au parc d'être ouvert au grand public et de présenter à ce grand public les animaux qu'on a choisis. Donc voilà, c'est un cadre réglementaire. Donc il faut une personne de ressources qu'on appelle le capacitaire, et en l'occurrence c'est moi qui suis ce capacitaire. Et tous des autres aspects liés au service zoologique, qui sont la recherche, la conservation et l'éducation, la pédagogie de la conservation. Et parce que comme tu le disais dans la présentation, cette notion de transmission pour moi est fondamentale et pas du tout secondaire. Donc la recherche, je la lie à mon activité vétérinaire et au fait aussi qu'on ait cette population animale dans notre établissement. Mais la conservation et l'éducation, en l'occurrence, sont deux autres aspects sur lesquels on n'est pas formé du tout quand on sort d'une école véto, mais qui pour moi sont passionnants et qui m'animent profondément et pour lesquels j'ai une grande énergie. Donc j'essaye de combiner tout ça parce qu'en fait, c'est ce qui fait sens. C'est aussi ça qui me construit. Et quand je fais de la conservation, je vais faire de la pédagogie et je vais utiliser aussi ma casquette de véto pour parler un peu de recherche et parler aussi un petit peu de conservation in situ, donc dans le milieu naturel, des aspects vétérinaires également. Quand on parle de conservation, on peut aussi parler de l'influenza aviaire qui touche les populations de mammifères marins ou d'oiseaux marins partout dans le monde, par exemple. Donc là, c'est sûr que la casquette véto m'aide beaucoup pour ces aspects-là. Et j'aime bien. Voilà. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est ce champ de possibles où je peux être amené à être impliqué dans tous ces domaines qui sont des domaines constitutifs d'un parc zoologique moderne aujourd'hui, qui sont la recherche, la conservation et l'éducation du grand public. Et comment on se forme justement? Parce que tu l'as bien dit, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a très peu de formation autour de tout ça pendant nos études. Toi, personnellement, déjà, comment est-ce que tu t'es formé là-dessus? Et
Et peut-être qu'est-ce que tu recommanderais, parce que je sais que je pense que maintenant il y a des vraies résidences sur tout ce qui est animaux exotiques, etc. Mais il n'y en avait pas forcément à l'époque. Non. Donc voilà, ton point de vue là-dessus. Pour ce qui est de la médecine zoologique, effectivement, la profession s'est vraiment structurée et aujourd'hui est capable. Et d'abord, l'association française des vétérinaires de parcs zoologiques, l'association francophone, pardon, des vétérinaires de parcs zoologiques est quasiment reconnue aujourd'hui comme organisme de formation. Donc déjà, ça c'est un grand pas qui a été accompli grâce au travail acharné du bureau. Et aujourd'hui, effectivement, la profession s'est structurée autour de, voilà, il y a un collège européen qui a vu le jour, il y a des résidенats, il y a des internats. Alors, ce sont des sujets un petit peu complexes et potentiellement polémiques aujourd'hui, là, que cette conception un peu d'internat, entre guillemets, quand on est sorti d'une école véto. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre façon de se former à la médecine zoologique. Alors, on commence à avoir des formations qui sortent dans certaines écoles vétérinaires qui combinent médecine zoologique et par exemple médecine en centre de soins. Donc ça commence à sortir. Par exemple, il y a à Nantes, là, on a accueilli un étudiant récemment là qui est engagé dans ce cursus. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on veut faire carrière, on peut dans un cadre beaucoup plus structuré. Donc, ça veut dire que dès les premiers pas dans l'école véto, faut s'engager fermement via des stages, via du réseautage, pour pouvoir faire sa place, pour pouvoir se faire connaître, en positif évidemment, en bien, et ensuite décrocher un peu décrocher la timbale, quoi, c'est-à-dire le stage long, peut-être un stage de 3 semaines, 1 mois au début, et puis après, plus tard, le fameux stage rémunéré ou un CDD, pour pouvoir vraiment commencer à se former. Ça, c'est la voie royale aujourd'hui. Et toi? Et pour le reste, pour le reste, en fait, moi, j'ai appris sur le tas, quoi, en fait. Je lis beaucoup. Je lis beaucoup de livres d'essais, de documentaires qui nourrissent ma réflexion, qui nourrissent mon propos. Je me documente beaucoup. J'ai bien entendu, je me suis exercé et j'ai commencé à faire mes premières conférences, à faire mes premières formations également. Des choses évidemment que je n'avais jamais faites auparavant, mais j'avoue y avoir pris goût. J'aime en fait interagir avec le public, professionnel ou grand public. J'aime ces moments d'échange. J'aime les débats autour de la conservation, autour de la biodiversité. Qu'on parle de médecine vétérinaire, qu'on parle du métier de véto ou pas, hein. Mais pour moi, le sujet principal, c'est la faune, hein. C'est la faune sauvage, c'est le vivant, c'est la biodiversité. Pour moi, c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui. Tout le reste qui va autour, ce sont les outils qui nous permettent de préserver ce trésor-là auquel on appartient, et d'agir pour cela. Et donc, c'est en faisant ça en fait que, en discutant avec les visiteurs, avec les petits, les grands, les retraités, les adultes, les parents, etc., d'être confronté parfois aussi à des discours hostiles, ou je dis presque même soit fatalistes, soit je m'en foutiste, qui nous interrogent en fait. Tu vois, moi qui m'interroge aussi, hein, qui me dit mais au fait, à quoi ça sert si au final la grande majorité des personnes auxquelles je m'adresse se désintéressent de ça, se désintéressent du sort du vivant, se désintéressent du sort de la biodiversité, de ce qu'on est en train de faire à la nature, de ce qu'on peut ou ne peut pas faire, on doit ou ne devons pas faire. Ça, c'est extrêmement confrontant également.
mais ça nourrit le discours. Ça permet aussi de s'aguerrir, de trouver aussi peut-être le ton juste pour s'adresser à la personne de la manière peut-être la plus appropriée, sans jugement, sans cataloguer, sans a priori, ce qui est pas toujours évident. Moi le premier, hein, je peux avoir tout de suite un jugement à l'emporte-pièce et me dire voilà, là c'est perdu, et puis et on laisse tomber. Mais en fait, c'est aussi comme ça que t'es impactant. C'est aussi comme ça que potentiellement tu peux être un peu inspirant si tant est qu'on puisse l'être. C'est en essayant comme ça d'ajuster son discours, de tout le temps ressasser, parler, éduquer, répéter, sensibiliser. Et ça, c'est un travail de tous les jours. Donc là, en fait, le constat, c'est OK pour toi ou ça ne l'est pas. Si ça ne l'est pas, que bon, tu t'aperçois que finalement ça t'intéresse pas, t'y arrives pas, bon, bah soit, c'est un constat, c'est ni bien ni mal, hein. C'est juste que t'es pas fait pour ça. Soit au contraire, bah ça t'anime et tu trouves le temps et tu trouves l'énergie, tu trouves la ressource pour y aller à chaque fois, quoi. Donc en fait, voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Donc j'ai pas suivi de formation sur comment on tient un discours éducatif, ou voilà, c'est des choses que moi j'ai naturellement en fait. Oui, ça va être ma question. Si tu avais l'impression que c'était quelque chose de plutôt inné. Ouais, je pense que ça se travaille. C'est-à-dire que c'est comme tout, hein. C'est que comme si on a des facilités, et on en a tous. On a tous un domaine dans lequel c'est facile. Mais si tu travailles pas un peu, si tu vois, si à un moment donné t'entretiens pas et que tu travailles pas un peu, bon, eh ben en fait finalement c'est du gâchis. Donc quand on a certaines facilités, que ce soit des facilités oratoires, des facilités d'écriture, par exemple sur des sujets comme ceux dont on vient de parler, bon bah voilà, il faut le travailler, il faut muscler son discours, il faut trouver des arguments, il faut enrichir son vocabulaire, il faut aussi rester un peu vigilant sur ce qui se passe à droite à gauche, il faut s'inspirer. Moi je m'inspire aussi beaucoup de ce que font les autres en fait. Parce que moi, je conçois ce travail-là comme un travail communautaire. On n'est pas tout seul, hein, à vouloir agir. Donc, partout dans le monde, il y a d'autres personnes, des vétos ou pas, des biologistes ou des gens issus du milieu associatif qui chacun à leur façon, avec leur histoire, ont un discours qui peuvent nourrir le mien ou le tien demain. Et donc, moi, je m'inspire aussi beaucoup de ça. Tu vois, du fruit des réflexions des autres qui viennent enrichir mes propres réflexions, voire même parfois aussi, pourquoi pas modifier, hein, modifier un peu nos croyances ou modifier notre argumentaire, parce qu'on peut aussi se tromper, on peut aussi peut avoir tort. C'est pas parce que la cause est juste, qui est celle de la biodiversité, qu'on a tout le temps raison, hein. Donc, parce que c'est un sujet éminemment complexe, hein, que celle de la conservation, enfin de la protection du vivant. C'est très complexe. On peut pas avoir un discours manichéen, c'est ça que je veux dire. Oui, et comme tu le disais, la cause peut être juste, mais le discours, souvent, on doit être ajusté en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Il y a un vrai travail au niveau de la vulgarisation et de la compréhension du grand public. Oui, tout à fait. On peut vite tomber dans les travers du discours culpabilisant, du discours décourageant, du discours colérique, parce que ce sont aussi des sentiments ou des émotions qu'on est en droit de ressentir ou d'éprouver quand tous les matins, tu ouvres ton journal et tu vois ce qui est en train de se passer, quoi. Donc et que malgré tout, si tu veux être entendu, tu peux être ferme dans ton discours, mais il faut être aussi modéré dans la façon dont tu vas le délivrer. Et parce que il faut qu'il soit audible, ton discours. Et c'est en ça que l'exercice potentiellement il est difficile. Est-ce que tu peux avoir, si t'es pas audible, c'est-à-dire que si tout de suite tu rentres dans la confrontation avec quelqu'un, quel que soit le sujet, hein,
En fait, t'es en train de perdre ton temps hein, et ton énergie. Donc si tu veux être impactant, faut trouver après, c'est des astuces de communication pour pouvoir délivrer le petit message, même s'il est minime. Moi, je m'en fous, en fait. Moi, je cherche pas à convertir, je cherche pas forcément à convaincre sur la totalité des arguments ou en tout cas des valeurs que je porte. Mais en tout cas, si ça permet de faire un tout petit peu bouger les lignes sur certains aspects, bon, je vais pas perdu mon temps. Donc on y va. Planter des petites graines. Ouais, bien sûr. Voilà, faut semer. Hein. Alors, tu as une très belle opportunité d'ailleurs, hein, au bout de 10 ans aux Eaux de la Flèche, d'avoir un deuxième essai au monde du média, qui devient un énorme essai, parce que je pense que vous êtes à 15 saisons aujourd'hui, avec une saison aux eaux, quand même incroyable. Quand tu regardes, voilà, tu parlais de rétroviseur, hein, comment ça se passe cette première saison? Ouais, c'est une histoire incroyable. Qu'un jour un producteur débarque au parc et nous présente le projet. Bon, on n'était pas les seuls, évidemment. Comme tout producteur, il démarche plusieurs parcs. Et puis au final, il vient nous dire on aimerait bien que ça se passe chez vous. Bon, pourquoi pas. Nous, on était un peu dubitatifs sur l'histoire. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous raconte? Vous voulez nous filmer au quotidien? On s'occupe de nos animaux, quoi, en fait, point barre. Hein. Donc, vous allez, vous allez filmer les équipes de soigneurs en train de nourrir leurs animaux, en train de s'occuper de, je sais pas, faire un entraînement médical et tout. Mais bon, quand vous l'aurez fait 2 fois ou 3 fois, ou vous aurez vu, ou vous m'aurez filmé 2-3 fois en train de faire mes tours du parc ou de soigner les animaux, au bout de 3-4 épisodes, on aura fait le tour. Et effectivement, comme tu dis, on a fait 14 saisons. Donc, au final, il y avait des choses à dire. Ouais, c'est une aventure incroyable. Moi, je m'estime effectivement extrêmement chanceux. C'est pas facile, évidemment. C'est pas facile parce que quand t'es veto, que t'as une caméra derrière l'épaule qui filme tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, et que potentiellement, t'es vu par quelques personnes à la télé, qui soient ou non de la profession. Bon, faut peut-être pas que je fasse un peu attention à ce que je dis ou ce que je fais. Et donc au départ c'est stressant. Mais on a eu une chance incroyable, c'est de tomber sur une équipe de prod là qui était incroyable, qui a joué le jeu à fond de se fondre dans notre aussi bien ils sont fondus dans notre environnement professionnel que nous on s'est fondus dans le leur, ce qui fait qu'on a travaillé vraiment main dans la main pour bâtir ce programme avec une vraie confiance qui a permis d'ouvrir les portes, qui a permis aussi d'avoir des témoignages sincères, qui a permis de mettre en valeur l'engagement des équipes, qui n'était pas un engagement fin, qui était vraiment quelque chose qui les animait au quotidien. Notre engagement pour la biodiversité, que effectivement, moi, à chaque fois qu'on me parlait, qu'on faisait une intervention, je pouvais pas m'empêcher. Si jamais on me filmait en train d'intervenir sur un tapir, moi, je pouvais pas, quand on faisait de l'interview de débrief ensuite, je pouvais pas m'empêcher de digresser, de dire voilà, on a soigné un tapir, mais il faut quand même rappeler pourquoi le tapir est là. C'est parce que derrière, il y a d'autres enjeux. Parce que en Amazonie, il se passe ça sur le tapir terrestre. Et si je parle de tapir, je peux aussi te parler de l'ours polaire, ou je peux te parler de la girafe du Niger, ou je ne sais pas moi, ou de la telle de Colombie, ou du rhinocéros indien. Enfin bref, tu vois, donc les sujets sont multiples. Donc en fait, le cœur de mon métier au sein d'un parc zoologique, finalement, c'est exactement retrouvé dans celui dans l'émission. C'est-à-dire qu'en fait, le message qu'on véhicule au sein du parc, on a pu faire exactement la même chose à travers l'émission. C'est grâce à l'engagement pour le bien-être animal, les soins, la qualité des soins, la qualité des installations, etc. au quotidien qu'ensuite, on a l'opportunité de délivrer ce message-là. D'engagement, des petits minots qui demain ont envie de eux aussi s'engager pour la nature, de devenir vétos, etc. Pourquoi ils viennent ensuite dans les allées du parc, ils me disent mais moi je veux faire comme vous, parce qu'ils ont vu l'émission. Et pourquoi ça les a motivés? Parce qu'en fait ils ont vu des professionnels qui s'engageaient pleinement et qui croyaient pleinement dans leur métier, qu'ils soient soigneurs, vétos ou éducateurs de zoo. Et ils se sont dit moi en fait je peux être impactant, moi aussi je peux faire quelque chose du coup.
Et là, je dis bon bah ça c'est chouette en fait. Du coup, c'est grâce à cette émission, on fait pas que de l'audience en fait, on touche les gens et on peut délivrer un message. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que j'ai adoré de faire moi dans cette émission-là. Et c'est ce que eux envisageaient au début. T'as pas eu de bon, Cyril, c'est bon. Vous ont pas mis de frein. Ils étaient ouverts vraiment à cette approche justement au-delà du soin. Ben oui, ils se sont fait embarquer dans la nature. On les a embarqués parce qu'en fait, on les a tellement embarqués. C'est-à-dire qu'on a tellement, tout le monde était tellement animé par ce qu'on disait. Autant tu peux faire illusion sur quelques épisodes, mais quand ça t'en tourne 30, à un moment donné, ils se disent bon les gars, il y a un vrai sujet en fait. Donc quand ils disent ça, c'est qu'en fait ils y croient vraiment, que c'est vraiment ça qui les anime. Si bien qu'un jour, le producteur il me dit mais bon, on parle de conservation, on parle de recherche, on parle de biodiversité, et si on allait voir vraiment ce qui se passait sur le terrain? Et si on allait voir tout ça et qu'on vous emmenait voir les associations, qu'on aille au Congo, qu'on aille en Amazonie, qu'on aille au Galapagos ou à Sumatra, voir les orang-outans, rencontrer les acteurs sur le terrain. Ouais, vous avez embarqué plus quoi. Ouais. Et sur combien de temps ça se filme une saison comme ça? Il reste combien de temps chez vous? Une saison, c'était 2 mois et demi de tournage. 2 mois et demi avec au quotidien 3 équipes de tournage, donc 3 caméras. Donc c'est en gros une dizaine de personnes. La prod, c'était une dizaine de personnes au parc tous les jours, sauf le week-end. Et ils ont des scripts bien précis ou bien juste ils vous entre guillemets juste ils vous ouais, non. Ils font du montage. Ouais, c'est exactement ça. Alors aussi bien, en fait, non, le principe, si tu veux, c'était de suivre notre quotidien. Donc en fait, le matin, ils arrivent, ils disent bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Donc il y a des interventions qui sont planifiées, bien entendu, et puis d'autres, bah c'est le vivant, hein, donc on ne sait pas ce qui va se passer. C'est donc bah tiens, aujourd'hui, je vais faire un training avec un ours polaire, ou d'un seul coup, on peut avoir une urgence. Où forcément, bah, nous, on est appelés quotidiennement. Enfin, l'équipe Veto était appelée quotidiennement. Tiens, là, il y a un petit bobo. Là, il y a un tel qui boite. Tu peux passer. Là, est-ce que tu peux venir jeter un petit coup d'œil? J'ai l'impression qu'il est pas en forme. Donc forcément, il y avait des petits, il y a des événements, enfin, au quotidien. Donc ils savaient pas forcément en arrivant le matin ce qu'ils allaient tourner. Il y avait rien d'écrit, en tout cas, auparavant. Il n'y a pas de scénario, il y avait pas c'était pas construit en fait. C'était vraiment le suivi. Voilà, c'est comme si moi je mettais une caméra derrière ton travail et puis que je te filmais tous les jours et puis je dis bon bah aujourd'hui il se passe quoi, donc bah là je vais là, je fais ci. Bon d'accord. Je pense que mon quotidien est un peu moins enthousiasmant que ce qui se passe aux autres, mais je vois bien ce que tu veux dire. T'as été impliqué dans d'autres émissions aussi, je pense. Oui. Ensuite, ce qui s'est passé toujours avec le même producteur, mais lui, il avait changé de boîte. Il m'a recontacté il y a 4 ans et il m'a dit bah voilà, j'ai un projet d'émission. En fait, j'ai envie que tu l'animes. Parce que voilà, t'as un discours et j'aimerais bien qu'on entende ce discours et que du coup on te fasse rencontrer au quotidien des gens qui, à leur façon, font un peu bouger les lignes, quoi, font un peu bouger le monde. Et ça sera pas que des animaux, on va parler de nature, donc on peut parler aussi bien de forêt, d'agriculture, d'élevage, d'animaux sauvages. Et puis on a parlé aussi un petit peu de patrimoine, parce que c'était une façon de raccrocher la nature à la culture, parce que le pays de Descartes n'arrive pas à concilier ces deux aspects-là, la nature et la culture. Et donc c'était un peu le challenge, parce qu'en fait cette émission était commandée par la région Centre-Val de Loire, donc évidemment région dans laquelle on a tous les plus grands châteaux. Et donc l'idée c'était d'avoir aussi cette approche patrimoniale en raccrochant patrimoine bâti et patrimoine naturel. Et donc on a fait ça s'est appelé Des fourmis dans les jambes. Ça a duré 3 ans, ça passait tous les week-ends.
d'abord sur France 3 Régions, et puis ensuite certains sujets étaient repris au niveau national dans les Nouveaux Explorateurs, je crois. Est-ce que ça, quand c'est que ça s'appelait? Non, ça s'appelait comment? Non, je ne sais plus. Au niveau national, c'était pas ça. Toujours est-il que ça a duré 3 ans, donc un nouvel exercice pour moi, c'est d'animateur, et c'était génial. J'ai adoré cette expérience professionnelle aussi. J'ai fait de très très belles rencontres humaines, animales, où on a pu aussi délivrer un message, montrer le travail de gens qui, à leur façon, dans leur microcosme professionnel et personnel, faisaient évoluer les choses. C'était génial. Et voilà, ça a duré 3 ans, c'était super. Et à quel moment survient ton désir d'écriture pendant tout ça? En fait, c'est un peu un coup de tête, cette histoire. C'est que là, j'écris principalement pour 2 médias, donc pour 2 éditeurs. Larousse, qui est un de mes gros partenaires principaux, et le deuxième, c'est la revue qui sort trimestrielle, là, Le Monde des Animaux. Le Monde des Animaux, l'histoire, c'est ils viennent nous voir, ils disent, on voudrait faire un petit sujet sur le zoo de la Flèche. Ouais, pourquoi pas, tout. Bon, on fait le petit sujet. Et avec la rédactrice en chef, on sympathise, on discute, et je dis, mais ça vous intéresserait pas que je vous fasse une petite rubrique pour votre revue? Et moi, je vous parle de conservation sur 2 pages. Je vous fais une petite rubrique, on parle que de ça. On parle de la conservation du petit panda au Népal, on parle du sauvetage de l'écrevisse à pattes blanches dans l'est de la France, on parle de la réintroduction du bison d'Europe au Kazakhstan, on parle de tout ça. Je me dis, bah oui, on n'a pas ça, ce type de rubrique, ok. Et donc ça, c'était il y a je sais plus combien d'années, et je continue. Donc j'ai toujours ma petite rubrique sur un coup de tête, en fait sur une proposition, et ça a bien marché. Donc ça c'est chouette. Et puis Larousse, c'est pareil, c'est la chef de la collection documentaire de Larousse qui est venue au zoo. Ils disent, voilà, en famille, on regarde une saison au zoo, on adore l'émission, on a envie de faire une sorte d'album de l'émission, et de présenter votre travail, de présenter les animaux, de présenter les équipes, des petites anecdotes, des choses comme ça. Alors on dit, ouais, bien sûr, pourquoi pas, on peut vous accompagner. Et donc on nous demande, bon, vous pouvez nous fournir des photos, bien sûr, quelques textes, oui, bien sûr. Et la même chose que pour le monde des animaux, je dis, écoutez, moi, si vous voulez, je vous l'écris, le livre. On travaille ensemble, vous me dites que si ça vous convient, et puis on voit ce que ça peut donner, quoi. Et voilà, et donc on a écrit je ne sais plus combien de livres, quoique là je suis en train de rédiger le nouveau. Donc on doit être à 8 ou 9 volumes, je crois, chez Larousse. Ce qui est pas mal déjà. Ouais. Ouais, oui. Et ça, c'est plus à destination des jeunes, je pense, il me semble. Oui, c'est tout public familial, Ouais. effectivement. Ouais, c'est pas pour un public averti, c'est pas pour faut que ça puisse être feuilleté et lu par des jeunes enfants, 8-10 ans, accompagnés par la famille, ou aussi ça peut être feuilleté par la famille. Donc voilà, on a fait le tour du monde, on a fait le livre, le grand livre des pourquoi du monde animal, on a fait l'album du zoo, on a fait le métier de vétérinaire, le métier de soigneur au zoo, on a fait les créatures des océans, on a fait voilà. C'est pareil, c'est une belle aventure professionnelle. Et puis là, récemment, on a fait encore un autre aventure avec Larousse. On s'est lancé sur un autre projet qui est sorti là cet hiver, qui était plus une sorte de docu-fiction. Pas docu-fiction parce que c'est pas de la fiction. En fait, c'était un documentaire présenté un peu de forme un peu romanesque. Et donc, ils m'ont demandé d'écrire en fait un livre, comme on écrirait un livre un peu pour enfants, un livre d'aventure un peu, avec des anecdotes du zoo, et écrites à la première personne. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans. C'est un nouveau projet. Est-ce que tu aurais une ou 2 anecdotes, à nous raconter? Dès que tu les mentionnes. Ouais, les anecdotes, ce sont forcément les anecdotes qu'on a déjà un petit peu évoquées pendant la saison au zoo, pendant les saisons à l'étranger, où
un des faits marquants et que j'entends, dont on parle souvent, notamment, c'est l'épisode de la dystocie là, chez la girafe, où en fait, j'explique comment on peut gérer un cas comme celui-ci, les choix difficiles qu'il faut prendre, comment on s'entoure, comment on gère un événement avec un enjeu important sur un animal assez complexe à endormir en fait, hein, donc à coucher. Donc ça je l'ai expliqué sur 2 chapitres. Ça fait partie des anecdotes. Et puis donc ça, une autre anecdote où je vais raconter comment on fait de la dentisterie sur un lion. Et pour expliquer à quel point en fait la médecine zoologique aussi peut être une médecine pointue, où on va faire aussi appel à des experts. Moi, je vais faire venir un dentiste vétérinaire. Donc nous, on va juste s'occuper de l'animal, mais le geste précis sur la dent du lion, c'est le dentiste qui vient la faire. Mais donc c'est comment on monte toute une équipe pour s'occuper d'un lion. Donc ça, c'était une autre anecdote. Et puis après, des anecdotes dans la nature de voyages ou de rencontres que j'ai pu faire. Donc un partenariat avec avec quelqu'un qui est devenu un copain maintenant, qui est garde nature et qui porte, qui incarne même un discours de sensibilisation sur les serpents du milieu, enfin des serpents de nos broussailles, quoi, donc nos vipères et nos couleuvres. Et je trouvais super justement de pouvoir de parler de ça tout de suite dans ce petit livre, parce que bon, ce sont des animaux qui suscitent beaucoup soit de la répulsion, soit des peurs, en tout cas beaucoup de méconnaissances. Donc je trouvais intéressant d'en parler tout de suite, d'avoir ce discours-là. Et puis un peu pour boucler l'affaire, enfin c'est même le premier chapitre du livre d'ailleurs, c'était la vocation. C'était parce que comme je savais que ce livre était à destination des enfants, eh ben, je voulais absolument qu'on parle de ce qu'était une vocation, et que je dise, enfin que j'écrive un peu mon histoire, justement, l'histoire qui m'a amené à occuper le poste que j'occupe aujourd'hui, et qu'il fallait ne pas écouter les grandes personnes qui viennent tenter de vous décourager en vous disant que c'est pas possible, qui viennent vous briser vos rêves. Qu'il faut pas les écouter, qu'il faut croire en sa chance, quoi, et qu'il faut écouter sa petite voix, parce que ça m'a réussi, et puis que ça réussira à d'autres, quoi. Donc c'était important de délivrer ce message-là, qui est pas un message lié forcément à l'exercice vétérinaire ou au travail en parc zoologique, qui est un exercice, parce que ça peut être je veux être avocat, je veux être médecin, je veux naviguer au long cours. Voilà, mais quel que soit ton rêve, en fait, ne laisse pas les autres te le briser. Faut y croire, faut y aller. C'est ça l'idée. Chouette. Je reviens sur le rôle ton rôle, le rôle dans les parcs zoologiques. Est-ce que comment ça se passe la communication entre vous? J'imagine qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de communication entre les différents zoos pour la gestion de manière générale et la gestion des problématiques actuelles, j'imagine. Ouais, tout à fait. En fait, on travaille dans le cadre d'une communauté de parcs zoologiques qui grosso modo ont les mêmes valeurs et qui sont des parcs progressistes. Et donc effectivement, alors là, je mets de côté l'aspect vétérinaire, parce qu'on travaille aussi en réseau pour échanger nos expériences, échanger nos questionnements. Donc on a nos forums, on a nos formations, on a nos réunions 2 fois par an. On parle de nos cas cliniques, on parle de la vie d'association, on parle des actualités qui nous touchent aussi, hein. Donc l'influenza aviaire, la FCO, tout ça, ça touche aussi les animaux du parc. Donc on parle de la maladie hémorragique épizootique. Enfin tout ça, ça nous concerne également. Donc bien entendu, ça c'est une partie de notre travail. Et puis pour le cadre donc zoologique, nous on travaille dans le cadre au niveau français d'une association qui s'appelle l'Association française des parcs zoologiques, et puis au niveau européen, ça s'appelle l'European Association of Zoo and Aquaria, EAZA. Et en fait, il y a une charte, en fait, à adopter. On travaille au sein d'une communauté qui, en gros, porte des valeurs donc d'éducation,
d'éducation du grand public, d'éducation à la conservation, qui portent des programmes de recherche, qui portent des programmes de conservation, et parmi ces programmes de conservation, donc on distingue deux aspects de la conservation qu'on appelle ex situ, c'est-à-dire en dehors du milieu naturel, donc dans nos parcs, et ça concerne la gestion des populations animales au sein de nos parcs. Donc cette gestion-là, elle se fait à l'échelle européenne et non pas à l'échelle d'un parc. Donc bien entendu, moi je gère mes animaux, mais à l'échelle européenne, on gère ces populations dans le cadre de studbook, de registres où on connaît le pédigré, on connaît l'histoire de tous les individus qui sont dans nos établissements, et ça nous permet de monter des programmes d'élevage, des programmes de conservation sur ces espèces phares. Et puis les autres aspects qui sont les programmes de conservation donc in situ, c'est-à-dire comment les parcs zoologiques vont apporter du soutien, du support, éventuellement de l'aide ou de la visibilité à des programmes de conservation de la biodiversité dans le milieu naturel. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Et à tous ceux qui doutent de ça, moi je les invite. Alors, bon, ce sont en général des associations qui se réunissent donc une fois ou deux par an, mais moi je les invite à venir assister à une assemblée générale de nos associations pour voir qu'effectivement le sujet central, quand on se voit, qu'on est entre nous, c'est ça, c'est la conservation de la biodiversité. C'est voilà, nous quand on dit ça, parce que parfois on peut nous taxer de greenwashing ou qu'on est des établissements qui faisons de l'argent sur le dos des animaux parce que des parcs zoologiques et c'est le démon. Bah non, en fait, venez assister à nos conférences et vous verrez bien qu'en fait ça nous anime. Et qu'aujourd'hui, le sujet, c'est de faire front commun pour pouvoir essayer à un moment donné de contrer les forces délétères, les mortifères, qui sont en train d'emporter la biodiversité qu'on voit disparaître, ou se réduire comme peau de chagrin. Venez assister à ça, vous allez voir qu'en fait c'est vraiment ça qui nous anime. Et c'est en se réunissant tous autour dans un cadre associatif qu'on arrive à être impactant, qu'on arrive à monter des programmes à l'échelle européenne, qu'on arrive à faire du lobbying également au niveau européen pour tenter de faire bouger les lignes, pour essayer d'être plus impactant chez nous ou à l'étranger sur des grands enjeux comme l'huile de palme, le finning, c'est-à-dire en gros la capture des requins pour leur découper les ailerons, le trafic de la viande de brousse, enfin voilà, tous ces sujets qui nous concernent et sur lesquels on essaye d'être impactant parce qu'on est plus fort ensemble. Donc votre contribution, c'est la recherche, la visibilité, potentiellement des subsides aussi. Vous allez en chercher peut-être ailleurs également. Je ne sais pas à quel point vous avez un accompagnement privé ou public sur ce genre de sujet. Oui, l'aspect financement des programmes in situ, en fait, soit on les finance sur les fonds propres du zoo, soit on fait de la levée de fonds. Donc, et pour ça, donc il y a plein de leviers. Hein. Donc, on peut faire des campagnes de levée de fonds via nos réseaux sociaux. On en a déjà fait plusieurs, par exemple sur les incendies du Pantanal au Brésil. Ou ceux qui ont touché l'Australie en 2021, je crois, 2020, juste avant le Covid, il me semble. Voilà, c'est le type de levée de fonds qu'on peut faire. On essaye aussi de faire des campagnes, typiquement quand il y a le Black Friday. Nous on fait un petit clin d'œil, on va faire le Wild Friday, c'est-à-dire que on fait pas de rabais et pour essayer d'inciter à la consommation et à la vente et donc à alimenter ce consumérisme qui est en partie responsable un peu des crises écologiques que nous sommes en train de traverser. Mais au contraire, donc là, le clin d'œil, c'est-à-dire nous on lève des fonds pour soutenir à ce moment-là, quand on fait le Wild Friday, on identifie un partenaire, on identifie une association, on lève des fonds pendant la durée du Wild Friday et on reverse l'intégralité des fonds à cette association. Et là, par exemple, cette année, là récemment, on l'a fait pour l'association d'études l'association européenne d'études des lémuriens, de conservation des lémuriens à Madagascar, la EECL.
Voilà, c'est typiquement ce type d'action qu'on peut mener. Et puis après, donc c'est les fonds du zoo, c'est les dons aussi qu'on peut recueillir par l'association du zoo, puisque donc on a monté une association qui s'appelle Zoo de la Flèche for Nature, qui nous permet justement d'avoir la possibilité de collecter des fonds pour tout reverser sur des programmes de conservation. Et donc le parc, par exemple, le Zoo de la Flèche, on est partenaire avec une vingtaine d'organisations réparties à travers le monde, dont 5 ou 6 en France, et qui nous permet, voilà, parce qu'on a tissé des liens privilégiés avec ces gens-là. Donc ça nous permet de les soutenir dans leur travail. En contrepartie, ça nous permet, ils nous permettent aussi de parler de leur travail via nos médias, via le zoo, sur des supports quels qu'ils soient. On les accueille aussi physiquement pour qu'ils puissent rencontrer notre public et parler de leur travail. On organise par exemple des week-ends de la biodiversité où ces acteurs de la conservation rencontrent le grand public et parlent de leur travail. Et pour eux, c'est une chance incroyable parce que le Zoo de la Flèche, c'est 340 000 visiteurs par an. Eh bien, une association un peu confidentielle qui va travailler par exemple au Niger, ou en Guinée, par exemple. Là, on soutient le centre de conservation pour les chimpanzés en Guinée. C'est une petite association qui a un centre de recueil et de réhabilitation des chimpanzés là-bas. Et quand ils essayent de parler de leur travail, donc c'est des réseaux un peu confidentiels. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'intéresser à la question pour savoir qu'ils existent. Il faut aller dans des petits festivals nature ou des grands festivals nature pour pouvoir les rencontrer. Or, les gens qui viennent dans un parc zoologique, en général, ils viennent se balader en famille. C'est la sortie du week-end, on a envie d'aller voir les animaux. Et en fait, donc c'est du grand public, c'est le très grand public. C'est pas forcément des gens qui sont avertis, qui ont déjà cette sensibilité. Et là, pour l'association, c'est l'opportunité. C'est un moment incroyable. Ils ont cette possibilité de toucher des gens qui ne toucheraient pas, en fait, dans leur je dirais de manière indépendante du zoo, indépendamment du zoo. C'est cette vitrine-là aussi qu'on leur offre. Comment vous les sélectionnez ? C'est eux qui vous approchent ou vous allez les chercher ? Il y a les deux. Il y a des rencontres, des gens qu'on rencontre et qui nous emportent dans leur projet, dans leur histoire. On dit, wow, donc là, on a vraiment envie de vous aider, d'être avec vous. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Équateur. Quand avec l'émission Une saison en Équateur, on a fait notre petit périple. On a rencontré les gens de la fondation Condor Andina, qui nous a parlé de son travail avec les condors. Donc, Sébastien, qui est le responsable de l'asso là-bas. Je dis, mais faut trop qu'on t'aide. C'est pas possible. Enfin, là, on est là à côté, tu nous expliques les problèmes que tu rencontres au quotidien. Je peux te garantir que quand je vais rentrer en France, on va t'aider. Et on va financer la pose d'une balise satellite sur un condor, et on va financer le suivi de ce condor pendant X années, le temps qui sera nécessaire. Et quand ça sera terminé, on t'aidera pour un deuxième condor. Mais on va vous aider, les gars. On est là pour ça, en fait. Donc ça, c'est des rencontres là, donc on saisit cette opportunité, quoi. Donc on y va. Et puis d'autres, on est des démarches, c'est-à-dire que où certains viennent nous voir. Donc typiquement, notre dernier partenaire qui s'appelle l'ICAS, qui est une association qui travaille sur le tatou géant au Brésil. J'ai vu leur travail, j'ai vu tout le travail de recherche, de conservation, d'éducation du grand public qui menait au Brésil, de lobbying pour essayer de protéger les grands tatous, le tatou géant. Et j'ai trouvé ça fascinant, j'ai trouvé extrêmement professionnel, avec une communication exemplaire, notamment vis-à-vis de leurs partenaires financiers. Et donc, je les ai contactés. Je dis, voilà, j'aime votre travail. Je trouve que vous êtes impactant. J'ai envie de vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi vous avez besoin? Comment on peut vous aider? Sur quelle durée? Et donc, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit, voilà, nous, on est ravis. Au contraire, voilà, on a un sujet aujourd'hui. On voudrait monter une campagne de sensibilisation des enfants et des populations locales au niveau de la Mata Atlantica, donc la forêt atlantique du Brésil, sur le tatou géant. Et on cherche des sous pour élaborer, acheter et construire le matériel éducatif. Ok, on vous fait un chèque.
Et voilà, c'est parti comme ça. Et puis tous les mois, je reçois mon petit rapport d'activité. Voilà ce qu'on fait. Voilà à quoi sert votre argent. Voilà par exemple voilà la silhouette du tatou qu'on a pu faire grâce à vous. Voilà la conférence qu'on a pu organiser grâce à vous. Et voilà, donc ça donne envie de continuer, bien entendu. Comment tu vois l'évolution de la mentalité de tes 340 000 visiteurs? Le public est plus sensible à ces sujets qu'avant? Oui, par la force des choses, de toute façon, aujourd'hui, ces enjeux ces crises écologiques qu'on traverse, bon, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour se rendre compte de ce qui se passe. Forcément, donc, touche tout le monde. Après, on y est plus ou moins sensible. On peut être aussi dans une forme de déni. On peut être aussi dans une forme de après moi le déluge. Voilà. Donc, ça me concerne pas, ça me concerne plus. Voire, je n'y crois pas. Et c'est presque le discours le plus inquiétant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va peut-être apporter plus de crédit à un discours de déni qu'à un vrai discours scientifique où on a un collège d'experts reconnus mondialement qui vont nous dire, les gars, on est vraiment en train de traverser une crise climatique, on est vraiment en train de traverser une crise d'extinction du vivant, on est en train vraiment de prendre une direction qui n'est pas bonne et qui remet en question non pas l'avenir de la Terre ou même du vivant, parce que le vivant a déjà traversé 5 crises d'extinction, traversera la 6e, mais c'est des conditions d'habitabilité de la Terre pour l'être humain aujourd'hui qui est en jeu. Et donc ça, c'est pas forcément un discours qui est facile à entendre. Mais par contre, nous, notre responsabilité vis-à-vis de notre grand public, c'est de trouver les moyens d'en parler sans être rébarbatif, sans être culpabilisateur, sans être défaitiste, d'essayer de garder une forme d'approche positive et comment dire, de se dire qu'en fait on peut être aussi acteur du changement en fait de paradigme qu'on appelle tous de nos voeux. Alors, un paradigme mortifère aujourd'hui où on est sur une sorte de spirale, on se demande comment on peut s'extraire de ça. Bon, et ben en fait il faut qu'il y ait un shift. Il faut qu'à un moment donné les consciences basculent. Et ça, pour que ça arrive, il faut ressasser le même discours. Il faut infuser ça auprès des petits, auprès des plus grands, pour qu'à un moment donné, il y ait ces sortes d'effets de bascule, l'effet de seuil critique qui opère, et que à ce moment-là, l'opinion générale bascule. Et ça, on commence à le percevoir, en fait. On commence à le percevoir, on commence à sentir cette sensibilité, on commence à sentir aussi cet intérêt, on commence aussi à dire, vous savez, il ne faut pas désespérer. On peut inverser, on peut vous donner des exemples où on peut inverser ces tendances-là, où on peut sauver ce qu'on pensait insauvable il y a quelques années. Donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut lutter. Il faut lutter, il faut s'opposer quand c'est pas OK. Il faut dire non. Il faut résister. Donc il y a une forme de résistance créatrice comme ça d'une nouvelle condition, enfin d'une nouvelle civilisation. J'ai envie de dire, faut résister à des appels de consumérisme ou des appels qui nous tirent vers le bas pour au contraire essayer de modifier nos consciences. Et juste de lever peut-être nos yeux de l'écran, de juste peut-être aller faire un petit tour dans la nature, ça suffit. C'est juste de dire, si à un moment donné, vous venez au zoo, mais regardez, ouvrez un peu les yeux. Voilà. Apprenez juste à un moment donné à reconsidérer la nature qui vous environne. Peut-être même si vous êtes en ville, regardez simplement un oiseau. Même si c'est un vulgaire, entre guillemets, pigeon. Ça vole. Un pigeon, ça vole. C'est dingue. En fait, quand tu y penses, l'oiseau vole. Bah oui. Mais en fait, c'est devenu tellement banal qu'on ne le regarde même plus. Et en fait, si on arrive à retrouver aussi cette approche, ce regard un peu émerveillé
de ce qui nous entoure et de ce à quoi nous appartenons, en fait, de la toile du vivant, d'avoir un peu ce regard d'enfant qui s'émerveille d'un tout de tout et de rien. Et ben, pour moi, c'est le premier pas. Et l'émerveillement, eh bien, c'est aussi pour nous la porte d'entrée au parc zoologique. Donc, quand on s'émerveille devant la beauté d'une girafe ou devant la force d'un éléphant, on peut cultiver ça ensuite quand on rentre chez soi pour s'émerveiller devant la beauté d'un arbre ou celle d'une libellule. Alors, ça peut être d'une platitude absolue ce que je dis là, sauf que en fait, c'est pour moi essentiel parce que ça nous reconnecte au vivant. Ça nous reconnecte à ce que nous sommes, à notre biologie, à notre appartenance au tissu du vivant, et que c'est ça qui est fondamental. Parce qu'à partir du moment où tu te sens appartenir à ça, tu trouves la force, tu trouves les ressources de t'opposer aux forces de mort. Donc, si tu embrasses la force du vivant, tu t'opposes à cette force de mortifère qui détruisent, qui exploitent jusqu'au dernier arbre pour construire des meubles en contreplaqué qui vont finir à la déchetterie au bout de 2 ans. Voilà, mais il faut s'opposer à ça. Donc voilà, il faut que ça infuse et que les mentalités petit à petit évoluent jusqu'à peut-être ce grand basculement de conscience qu'on aspire tous de nos voeux. Alors voilà, nous modestement, on essaie de faire notre part, notre petite part. J'espère qu'on est impactant, mais heureusement qu'on est nombreux. Mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, Et tu parlais tout à l'heure de lobbying européen, de faire bouger des lignes. Toi, personnellement, quelle ligne tu voudrais voir bouger rapidement? Pour moi, la ligne la plus facile à faire bouger, c'est celle de notre alimentation. Je trouve que parce qu'en fait, c'est compliqué de dire à quelqu'un qui va bosser tous les jours qu'il faut qu'il laisse sa voiture au garage alors qu'il habite à 15 bornes, que la desserte publique n'est pas bonne, qu'il vit à la campagne ou que sais-je. Bon voilà, aujourd'hui notre société, notre civilisation, en tout cas la vie française, elle est organisée d'une telle manière, le réseau territorial, peut-être qu'il va évoluer, en tout cas probablement. Mais aujourd'hui, tout de suite, comment je suis impactant? Donc, ne serait-ce que le choix de notre alimentation, ce qu'on met dans notre assiette, déjà, c'est hyper impactant. Je demande pas à tout le monde de devenir vegan, c'est pas du tout mon propos, mais réduire sa consommation de viande, choisir du local. En fait, c'est choisir du local, choisir du bio, comme on peut, évidemment. Je suis complètement conscient que c'est pas toujours facile d'acheter du bio ou du local, parce que c'est parfois plus cher, parce que c'est pas toujours accessible, parce que aussi c'est pas notre habitude de consommer. Mais si on fait ce premier pas-là, déjà, on peut être impactant. Parce qu'en fait, on rentre dans une forme de cercle, de spirale vertueuse. Et en fait, une chose en entraînant une autre, on peut commencer comme ça à modifier notre façon de vivre et donc notre impact sur notre environnement. Même si j'aime pas trop ce nom d'environnement, mais on va dire sur notre environnement. On va faire simple. Donc, tu commences par réduire ta consommation de bœuf. Tu peux commencer, si tu manges du poulet, tu peux très bien te dire, moi, je mange que du poulet qui a couru, parce que déjà, pour lui, c'est mieux que de vivre en batterie. Donc, même s'il est abattu à l'âge de 45 jours, en tout cas, il aura au moins vu un coin de ciel bleu, et puis, il aura pu manger de la graine, de l'herbe, être en bonne santé, et accessoirement, c'est même meilleur pour ma santé. Donc, et c'est meilleur pour la santé de la planète. Donc déjà, bannir tout ce qui est issu de l'agriculture industrielle, de l'élevage industriel, déjà, ça c'est énorme. Ça, c'est hyper important. Choisir. Chaque fois que tu consommes, tu votes. Donc tu choisis. Tu choisis ce que tu manges, tu choisis comment tu t'habilles, tu choisis où tu vas en vacances, tu choisis la façon dont tu vis, ce que tu achètes. C'est à chaque fois tu mets un bulletin de vote. Et donc tu orientes. Ça va, pour moi, c'est une façon. Alors après, parce que je veux pas ressasser le discours éternel du prix du déchet, d'éteindre la lumière,
voilà, mais oui, mais ça c'est devenu évident. Et même si ça l'était pas, je veux dire, aujourd'hui, c'est tellement important pour ton porte-monnaie que tu fais attention à ta consommation énergétique. Voilà, si tu en fous complètement des ours polaires sur la banquise, pour faire schématique, si tu t'intéresses juste à ton compte en banque, oui, tu vas maintenant faire un petit peu plus vigilant sur ta consommation d'électricité. Voilà, ça c'est une approche peut-être un petit peu plus égocentrée, mais en tout cas, le résultat il est le même. Alors que modifier sa façon de consommer, là pour le coup, l'intention est différente. À partir du moment où tu modifies ton intention, c'est-à-dire que déjà, il y a un petit déclic dans ta tête. Attends, moi si je fais ça, en fait, si je mange comme ça, si je choisis de consommer ça, c'est pas innocent. C'est bon pour la planète, c'est bon pour l'animal, c'est bon pour la nature, c'est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants, c'est bon pour ma santé. Donc, pour moi, c'est entre guillemets ce qui est le plus immédiat. C'est ce qu'on peut faire demain. C'est ce qu'on peut faire ce soir. Voilà. Ça nécessite un petit effort au départ, mais parce qu'il faut choisir bien ses produits, il faut trier. Mais pour moi, c'est le premier. C'est un des premiers gestes, c'est un des plus faciles à faire. Et comment on fait pour distiller ce genre de message auprès du plus de personnes possible? Parce que je ne peux qu'abonder dans ton sens, mais il y a des moments où d'ailleurs c'était dans un aéroport, donc j'ai les mains de mi pour mon bilan carbone, mais je me suis retrouvée, j'ai dû voir 10 restaurants, je pense, et tous servaient des burgers, des frites, des trucs horribles. Et c'est dans des moments comme ça où je me dis, on est loin, on est tellement loin de ce à quoi on devrait aspirer. Et je comprends les gens c'est vraiment pas mon cas, mais je comprends quand je discute avec des personnes de mon entourage et qui disent, non, mais en fait, c'est peine perdue. Oui, parce que c'est la stratégie des forces qui s'opposent à toi. Mm-hmm. C'est leur stratégie, c'est de t'inonder de propositions de consommation pour qu'à un moment donné, tu craques. T'as pas le choix, donc t'y vas. C'est cette stratégie-là. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de résistance. Donc, comment tu fais? À un moment donné, faut faire preuve d'indulgence envers soi-même. C'est quand t'es dans une situation, t'es à l'autre bout du monde, t'as pas d'autre choix que de consommer ce qu'on te propose. Ok, c'est bon. Faut pas non plus rentrer dans une forme de, d'autoflagellation. Tu vois? Non, mais voilà. Parce que si tu rentres dans une forme aussi d'extrémisme ou d'intolérance, et que t'incarnes aussi ce message d'intolérance, parfois, il devient lui aussi inaudible. Donc, faut faire preuve de souplesse, un peu d'agilité, de dire, ok, en face de moi, j'ai 10 restaurants qui me proposent du burger, où je sais que ça va m'arriver, j'ai deux possibilités. Soit j'arrive avec mon pique-nique dans le sac à dos. Aujourd'hui, tu peux plus passer dans des portiques, donc t'es obligé de faire autrement. Sauf que, si t'es bien attentive, tu commences à voir dans les aéroports, ou voire même aussi dans les gares, des petits restos, ou même du fast-food qui sort et qui te propose du bio, du végé, du local, du fait maison. Je crois qu'il y en a, donc je vais pas donner de nom, mais là récemment quand j'en ai vu. En fait, je me dis, mais ça c'est cool en fait. Ça veut dire que ces gens-là adoptent aussi une logique un peu d'offre et de demande, de dire moi j'ai potentiellement un public qui est intéressé par ça. C'est du capitalisme basique, hein, donc je vais monter une chaîne de resto qui fait pas de la junk food, mais qui va faire de ça. Mais toi, donc du coup, quand tu vois que ça existe, faut aller chez eux, en fait. Parce que plus tu vas chez eux, plus tu emmènes du monde chez eux, plus le voisin à côté dit, finalement, mon business, il marche plus trop. Donc, en fait, tu utilises le système un peu, entre guillemets, contre lui. Mmh. Tu vois, si lui, il essaye de t'exploiter, peut-être que toi, à ta manière, toi, tu tournes aussi le système différemment pour que les choses évoluent. Si t'es plus client parce que tu vas chez le voisin qui te propose un produit de meilleure qualité, du coup, tu orientes. Voilà. Alors, on serait peut-être 2 au départ, et puis 10 un peu plus tard, et puis une centaine, et puis des milliers, et c'est comme ça que les histoires commencent. Moi, pour l'histoire, je suis végétarien, mais alors, j'ai imposé à personne. Je l'ai pas imposé à mes enfants. Je l'ai imposé à personne. Moi, je suis végé. De temps en temps, je fais même des petites entorses sur du poisson parce que les conditions sont, je suis à l'étranger, il n'y a pas de proposition végé, et puis il faut bien que je mange.
Donc ça va. Donc voilà, je suis pas non plus dans un discours extrémiste. Mais en revanche, ce que j'ai constaté, c'est que quand j'ai commencé à adopter le régime VG, c'était la croix et la bannière pour trouver une formule VG dans des restos. Moi, j'allais dans les restos, je dis moi je suis végétarien. Pourquoi vous allez? Alors donc j'explique toujours pourquoi. Parce que j'estime que c'est bon pour la planète, j'estime que c'est bon pour les animaux, j'estime que c'est bon pour moi. Mais voilà, donc ça me regarde, je fais comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Manger de la salade. Alors d'abord, vous mangez du poisson, vous mangez des œufs. Voilà. Moi, je peux vous faire une omelette, je peux vous faire des œufs au plat, ou je peux rien vous faire, tout simplement. Donc, une fois, on m'a même proposé des frites avec des patates sautées, pour te dire. Donc, et là, aujourd'hui, tu vas dans les restos, mais dans tous les restos, tu as une proposition végé. Dans tous. À la carte, même les burgers. Maintenant, t'as un burger végé. Mais on t'aurait dit ça il y a 5-6 ans, mais non, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a des clients, il y a une clientèle, il y a des gens qui consomment comme ça. Et donc, du coup, il y a des propositions commerciales en face. Et ça, du coup, t'es impactant. Donc, ce qui semblait impossible et éventuellement un chemin impossible à emprunter, il dit non, moi je vais pas, parce que VG c'est chiant, tu manges mal, il n'y a pas de proposition, dès que tu veux sortir au resto, tu trouves rien. Et aujourd'hui c'est différent. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives au resto? Oui, finalement, moi je prends le plat VG aujourd'hui. Et c'est l'accumulation de tous ces petits gestes-là qui fait qu'à un moment donné, paf, ça bascule. Et que le concurrent, tiens, il a mis une formule VG à la carte. Du coup, il attire plus de monde que moi. Il attire cette clientèle que moi je n'avais pas. Et je vais faire pareil. Tu vois, donc c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça va vite. Ça en 5 ans, c'est rien. Tu vois qu'aujourd'hui, dans tous les restos de France quasiment, on propose une formule VG. 5 ans. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut croire que c'est possible. Et pour le coup, quand tu te dis moi je veux avoir une ligne, et que par contre quand je vais au resto, je demande une formule VG, il n'y a pas, mais je demande. Donc ça veut dire quand même que le restaurateur il se rend compte que oui, tiens, un tel qui m'a demandé une formule tout à l'heure, j'ai un autre client qui m'a demandé aussi. Il m'a trouvé une solution. Et puis hier j'en avais aussi un autre. Tiens, je vais peut-être commencer à réfléchir pour proposer quelque chose finalement. Et ça bouge. Ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Et j'aime bien que tu nuances un peu le fait que 5 ans, c'est rapide. Peut-être ce qui peut être frustrant aussi, c'est il y a un peu une dissonance entre le fait que les choses bougent et qu'on a l'impression que c'est lent et qu'on nous rabâche, entre guillemets, un peu les oreilles sur le côté urgent. Et donc, je pense en conséquence, il y a un peu ce à quoi bon qui s'installe plus facilement peut-être. Ouais, je comprends. C'est tentant. C'est tentant de baisser les bras parce que c'est fatigant aussi d'être dans cette forme de résistance et où tu veux camper sur tes positions. C'est fatigant pendant quelques mois, quelques années de tous les jours, demander, de dire je vais passer encore pour le triste de service parce que je vais demander mon plat VG. Et que tout le monde te regarde avec des yeux, tu vois, gros comme des soucoupes, mais pourquoi tu demandes, quand tu viens au resto si tu veux du VG, oui, c'est sûr que c'est pénible, c'est sûr que c'est fatigant, que c'est usant, mais bon, ça vaut le coup. Et le à quoi bon, comment tu peux lutter contre ça? Eh bien, je pense que d'une part, en essayant d'aller chercher le discours ou des personnes qui incarnent les valeurs positives que tu souhaites à ton tour embrasser ou du moins qui t'attirent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les algorithmes ou la façon dont tu te nourris d'informations est basée sur ces algorithmes. Pour en avoir discuté aussi avec les journalistes, parce qu'évidemment, j'ai un métier qui attire aussi les journalistes. En fait, ils disent, mais en fait, les bonnes nouvelles, c'est pas vendeur. Moi, mon boulot, c'est de vendre du journal. Donc, si je fais un journal que sur les bonnes nouvelles, on a déjà essayé,
Ça ne marche pas. Donc, ce qui fait qu'en fait, tu vis dans un environnement d'information où, en gros, tout est fait pour te déprimer. Le contexte politique, le contexte écologique, le contexte climatique, le contexte social, le contexte économique, la guerre en Ukraine, etc. Mais moi, t'allumes la radio, à la fin de la journée, t'as envie de te pendre. Donc, comment tu fais pour lutter contre ça, garder espoir, dire que t'as des gamins, t'as envie qu'ils vivent dans un monde en paix, où il fera pas plus 6 degrés, et qui vivent calfeutrés dans leur maison avec la clim à fond. Comment on fait avec puis un arbre et puis un dauphin dans l'océan? Comment on fait, en fait? Eh ben, il existe un discours alternatif, il existe des informations ailleurs qui te disent que c'est possible, qu'il y a des gens qui se battent, qu'il y a des gens qui ont des résultats, et qu'à partir du moment où tu t'engages là-dedans, que tu t'intéresses à ça, tu te rends compte que c'est possible d'inverser ces tendances-là. Alors, évidemment, c'est pas immédiat, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'argent, ça nécessite aussi de la persistance et une forme aussi de détermination pour dire, en fait, moi, je veux me nourrir de ça. Parce que c'est ça qui m'anime et c'est ça que je veux vibrer. Donc, et je veux m'entourer de ça. C'est pas du déni de ce qui se passe à côté, je suis complètement conscient de ça. Mais si je nourris le négatif, je vais à mon tour vivre dans ça, quoi. Moi, je ne veux pas vivre dans ça. Je veux porter des valeurs positives. Ça veut pas dire qu'il faut vivre avec des œillères et dire que c'est pas catastrophique qu'on est en train de vivre. Oui, c'est compliqué, mais non, c'est pas impossible d'inverser les tendances. Alors, ça se fait pas en un claquement de doigts. Bien sûr qu'il y a un temps nécessaire pour que les consciences, pour que le tissu économique, le tissu social change. Mais si on n'impulse pas et si on n'essaye pas comme ça de titiller avec des petits ardillons régulièrement notre voisin ou soi-même pour dire qu'il faut qu'on fasse bouger les choses, eh ben ça bougera pas. Donc aujourd'hui, bien sûr, le photovoltaïque explose, l'éolien explose, l'électrique explose. Ça, bien sûr, il y a d'autres questions, bien sûr, il y a d'autres problèmes, mais on essaye de trouver des solutions. Donc ça va très vite. Et surtout, on vit dans une société aujourd'hui qui ne fonctionne plus de manière linéaire, mais qui fonctionne par saut. C'est-à-dire que, en gros, t'as des pays dans le monde qui n'ont quasiment pas connu le téléphone filaire. Qui, en gros, pour lequel il n'y avait pas beaucoup de communication, mais qui tout de suite sont passés au portable. T'as des pays aujourd'hui qui connaissent quasiment pas les centrales électriques et qui sont tout de suite passés au photovoltaïque. En fait, donc nous on voit que c'est un peu plus long parce que on a une forme d'inertie liée à notre tissu économique, à notre société, à la façon dont notre société fonctionne. Mais ailleurs, c'est différent. Donc en fait, il faut voir ça comme une sorte un peu de jeu planétaire où peut-être que c'est un petit peu plus lent chez nous, mais ça peut aller très vite ailleurs. Et donc d'ailleurs, quand ça va très vite ailleurs, ça peut t'inspirer aussi. Et tu peux avoir un effet boomerang et du coup inspirer d'autres solutions, d'autres innovations qu'on n'avait même pas envisagées l'année dernière. Et ça peut aller très très vite. Là, tu peux avoir de la start-up qui s'engouffre là-dedans. Tu peux avoir des créatifs, des ingénieurs, des écologues qui d'un seul coup s'inspirent de ce qui est fait à droite à gauche et font changer les choses. Aujourd'hui, maintenant, dans les municipalités ou dans les communautés de communes, enfin même chez moi là, on restaure les petites rivières et les mares. Hein. Il y a encore tu vois encore du démembrement de haies, etc. Bien sûr, hein, il y en a encore. Mais à côté, tu as un autre mouvement qui est celui de la renaturation. Bon, ça n'existait pas il y a à peine quelques années. Aujourd'hui, maintenant, tu as des municipalités qui commencent à monter des services écologie, espace naturel, renaturation, connexion au vivant. C'est des tendances, ça, en fait. Alors, c'est des tendances qui mettent un petit peu plus de temps à naître, mais une fois qu'elles sont là, elles sont bien implantées. Donc, vaut mieux prendre un petit peu plus de temps pour construire quelque chose qui a une base solide, mais par contre, à partir du moment où tu commences à monter ta pyramide, tu es sûr que ta base, elle est solide. Donc, et que pour le coup, tu vas être plus impactant. Mais peut-être un petit peu plus de temps, mais pour le coup, une fois que c'est engagé, tu es dans un processus un peu irréversible. Et donc, tu peux partir sur du positif.
Merci pour ce message d'espoir. Très enthousiasmant. Cyril, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé, un sujet qu'on n'a pas abordé? Je pense qu'on a quand même été assez exhaustif. Je m'attendais pas à ce qu'on dérive comme ça sur ces aspects sociétaux. Ouais, mais moi, tu l'as bien dit. C'est vrai que moi, de par mon métier, effectivement, je baigne là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'ai mes animaux autour de moi, je sais ce qui se passe dans la nature sur ces animaux-là, sur ces espèces. Je connais les enjeux. Mais je connais aussi les grands mouvements de fond qui sont en train de naître et qui donnent espoir. Donc, et qu'il faut essayer aussi de mettre plus en avant. Il y a 10 ans, on pensait que le tigre était destiné à disparaître là, dans les 20 ans à venir. Et là, on s'est aperçu récemment, grâce aux efforts combinés de plusieurs pays, que la population de tigres est en train d'augmenter. Dans les années 1980, il y avait quasiment plus une baleine dans les océans. Tout avait été exterminé jusqu'à ce que la CBI décide de voter un moratoire pour des raisons économiques, hein, ni plus ni moins. On veut juste gérer notre stock pour continuer à faire un petit peu d'argent. Donc, la CBI, c'est un organisme économique. La Commission baleinière internationale, la CBI. Aujourd'hui, toutes les populations de baleines, hormis une ou deux qui se portent pas très bien, mais sont en pleine croissance. Aujourd'hui, on retrouve dans l'océan des spectacles de la nature que on n'avait pas vu depuis le début de l'industrie de la chasse à la baleine, où l'océan est couvert de souffles de baleines. Il y a des images aujourd'hui qui circulent où on voit des troupeaux de dizaines de baleines on ne voyait plus il y a encore quelques années. Alors, il y a d'autres soucis, qui est celui des microplastiques, bien entendu, mais en tout cas, ça veut dire que on est capable, par des mesures fortes, d'inverser la tendance. Et l'autre message qui est super important, c'est la capacité de résilience de la nature. C'est qu'à partir du moment où on donne le petit coup de pouce, qu'on prend les bonnes décisions, la nature a une capacité de se régénérer qui est incroyable. Les gens qui ont un petit bout de jardin chez eux, laissez une partie de votre jardin non tondu. Laissez des herbes folles, laissez les fleurs sauvages pousser sur 15 mètres carrés. Si vous avez un terrain de 3000 mètres carrés, laissez une petite prairie sauvage. Creusez une petite mare et vous allez voir qu'en quelques mois, ça va être une oasis de biodiversité. Des insectes pollinisateurs, les grenouilles vont revenir, les petits hérissons qui vont venir aussi se balader pour venir manger les insectes, les limaces ou les escargots qui vont traîner dans ces petits oasis de biodiversité. Donc faites ça chez vous, c'est facile, ça nécessite juste de pas passer un coup de tondeuse, pas faire un green de golf dans son jardin à un endroit, c'est juste un changement de vision, un changement de regard et de se dire que la nature elle est belle aussi quand l'herbe n'est pas complètement tondue et qu'on laisse un peu les herbes folles, les coquelicots et voilà, une approche un peu bucolique de la nature, mais ça marche. Et la vie revient quand tu lui offres si tu veux planter une haie, tu plantes pas une haie de laurier où il se passera rien. Voilà, tu vas planter des arbustes nourriciers, du fruitier, du fleuri pour attirer la vie. Et quand tu offres les conditions de naissance ou de renaissance à la vie revient. T'as plein d'exemples partout. Plein. T'as des pays qu'on condamnait à la fin du XXe siècle. Le Rwanda, qui était un pays qui était meurtri, qui était effondré politiquement, économiquement, ethniquement par de la guerre civile et des massacres. Aujourd'hui, le Rwanda est devenu le pays exemplaire en matière de conservation de la biodiversité, de développement de l'économie numérique. C'est le pays qui aujourd'hui est référent en Afrique grâce à des décisions politiques. Il n'y a plus de plastique au Rwanda. Et là, ils sont en train de réintroduire les rhinocéros noirs, ils sont en train de recréer de la savane, la vie revient, les animaux reviennent. Donc en fait, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Il faut juste à un moment donné décider de choisir aussi, de trouver aussi les bonnes personnes qui peuvent, les bons leaders qui peuvent nous emmener vers ces décisions-là. Mais même si on n'a pas ces leaders-là, comme je te le disais, même dans ton jardin, tu peux faire la différence. Même dans ton jardin,
tu peux offrir aux oiseaux la possibilité de trouver de refuge, de la nourriture et d'apporter un peu de vivant autour de ta maison. Donc, pour moi, en fait, faut pas perdre de vue cette capacité de plasticité, de renaissance, de résilience de la nature. C'est ça. Donc, le corail peut aussi renaître à partir du moment où on lui offre les bonnes conditions et qu'on offre aussi des petits coups de pouce. On a plein d'exemples comme ça. Au Sénégal, il y a quelques années, on avait complètement rasé les mangroves pour faire du bois de chauffe, etc. La population locale s'est rendue compte qu'au niveau économique, ils avaient plus à manger, il y avait plus de poissons, il y avait plus de bois, ils subissaient les inondations parce qu'il y avait plus de mangroves pour arrêter la mer, que le riz qui cultivait derrière les mangroves mourait à cause des infiltrations de sel donc dans les rizières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc des initiatives locales, ils ont replanté de la mangrove sur, je crois, 200 km². C'est la plus grosse renaissance de mangrove aujourd'hui. Donc ça, c'était une quinzaine d'années. Il y a 200 000 personnes au total qui sont impliquées dans ce projet-là. Au bout de 15 ans, il y a une mangrove quasiment intacte qui a rené et qui offre maintenant un rempart contre les cataclysmes naturels, contre les tsunamis, les inondations, etc. Qui offre de la nourriture aux habitants et qui offre aussi un refuge pour les animaux. Et le Lamentin est revenu alors que les ancêtres, les vieux des villages n'avaient plus vu depuis des années. Et cet animal, il avait disparu. On a replanté de la mangrove pour nous protéger, pour protéger nos cultures et pour pouvoir manger. Et le Lamentin est revenu. Des signes comme ça, t'en as partout. Donc, c'est ça qu'il faut suivre. C'est de ça dont il faut se nourrir. C'est ça qui doit nous inspirer. Ouais, se nourrir du positif. Merci pour ce témoignage. Alors, j'ai l'impression que tes histoires de synchronicité me donnent l'impression que tu as été plutôt très aligné pendant tout ton parcours. Mais si tu te retrouvais face au jeune Cyril sortant de tes études, quel conseil est-ce que tu lui donnerais? Je lui donnerais celui que je donne aujourd'hui à mes enfants et aux petits garçons ou aux petites filles que je vois de temps en temps dans les allées du parc. Je leur dirais la même chose. C'est crois en tes rêves. Voilà, c'est tout simplement. Et ne galvaude pas ce mot-là parce que c'est ta vie en fait quoi. Donc c'est ça qui t'anime. Et ne laisse personne autour de toi te dire le contraire. Crois en tes rêves, vas-y. Et puis au final, tu verras, tout se passera bien. Merci. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Eh ben, on peut me contacter par, je sais pas, je crois sur. Alors, je suis pas très réseau social, je l'avoue. J'ai un compte, mais je réponds pas parce que je suis pas réseau social. Moi, j'ai un compte Insta, mais je publie mes photos parce que j'aime bien parler de nature et tout, mais je consacre pas trop, sinon je consacrerai trop de temps à répondre et tout. Mais je suis dans le Roi, si on me cherche, on peut me contacter via le zoo, on peut me contacter, voilà, on peut essayer d'un message personnel, de me contacter si jamais il y avait des questions, des envies, des vocations. J'ai envie de parler. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Et puis après, moi, j'aime bien, on peut aussi me rencontrer dans les allées du parc et puis on peut prendre un moment pour discuter et ça sera toujours un grand plaisir, bien entendu. Super. Cyril, écoute, merci beaucoup. J'avais bien prédit que tu allais nous emmener à l'aventure et chose faite. Donc, merci pour ça. Merci pour ton temps. Et merci aussi à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés intensément jusqu'au bout de la conversation. Merci, Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues. Abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.